vie de merde. Si t'enlèves le sport, Tu fais un deuil un peu? ça a été dur. Hein. Moi aujourd'hui, tu peux me rouler dessus, tu peux me chier dessus, tu peux m'insulter, tu peux me taper. Le lendemain, je suis là, tu vois. Et c'est pas parce que t'as 500 000 sur LinkedIn, 1 million sur TikTok, que tu vas faire de l'argent ou que tu vas entreprendre correctement. Ça n'a rien à voir. Les gens vont arrêter de recruter des gens en CDI et les gens vont vouloir arrêter de travailler en CDI. Être influenceur, moi je trouve que intellectuellement, ça me nourrit absolument pas. Tu crées rien. Ils nous ont rendus autonomes. On peut tout construire de bout en bout. Ça rend les êtres humains inarrêtables. Un département marketing, ça sera une personne qui réfléchit et beaucoup de prestataires qui exécutent avec l'IA. L'être humain sera irremplaçable parce que c'est toi qui donneras la bonne direction, la bonne intention. Le contenu court, ça va durer pendant 15-20 ans. Là. J'ai pas de secret, j'ai pas de recette, c'est du taf. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de NIA. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir Clément Vanier, un super frérot, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui m'a aidé dans mon démarrage. En fait, vous avez remarqué, dans tous les épisodes, c'est des personnes qui m'ont aidé, avec qui j'ai de très belles relations. Quand j'ai lancé mon école au démarrage, il a fait partie du board. La première réunion stratégique où on était en train de co-construire le projet, etc. Il était là, il était présent. Il fait partie des personnes qui m'inspirent. Le podcast, il s'appelle NIA. Pourquoi ? Je te le dis, Clément, peut-être t'es pas au courant. NIA, chez nous, dans notre culture, chez les Arabes, c'est-à-dire l'intention. Dire nous, quand on entreprend, quand on mène une action, quand on fait quelque chose dans notre vie, on le fait avec une bonne intention, avec de la sincérité, avec de l'authenticité. Et c'est pour ça qu'il s'appelle NIA. Et je pense que tu fais partie de ces personnes qui entreprennent avec l'objectif de créer de l'impact pour les autres. Et c'est pour ça que tu es mon invité aujourd'hui. Donc Clément, est-ce que tu peux te présenter et je vais te laisser parler un peu de pas mal de choses. Ouais. Un peu de foot peut-être avant, un peu de création de contenu, d'entrepreneuriat. Voilà, on va aborder beaucoup de sujets. Fais-toi plaisir, présente-toi. Ça marche. Ben, merci en tout cas de m'avoir, comme je te disais un peu en off, mais ça me fait plaisir parce qu'en plus ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu. Donc c'est cool, ça va permettre de rattraper aussi pas mal de choses, pas mal de sujets. Pour me présenter rapidement, du coup, comme tu l'as dit, moi c'est Clément, j'ai 27 ans maintenant, ça commence à faire, je commence à me poser quelques questions, mais ça va vite, ça va vite. En fait, j'ai vieilli de ouf par rapport à avant, mais du coup c'est cool, ça avance. Si je fais un résumé très très rapide de ce que j'ai fait, surtout sur la partie entrepreneuriat, en gros moi, comme un peu tout le monde, j'ai fait pas mal de petits trucs avant de créer un truc qui a un peu marché, qui a mis de l'attraction, qui s'appelle Horus, qui était une agence de communication. Aujourd'hui, elle a été revendue. Enfin, on a revendu le fonds de commerce en juin 2024. Et on était l'une des premières agences à faire du short content. Donc, tu te rappelles, on avait beaucoup parlé TikTok, Instagram, etc. Aujourd'hui, c'est très connu, tout le monde en fait. On a des dizaines et des dizaines d'agences qui en font. Mais nous, je crois, on était la 3e ou 4e agence francophone à le faire. Ce qui nous a permis de bosser avec de très très grands comptes. On a bossé avec Amazon, Nexity, La Poste, YouTube, Trade Republic, Binance. Enfin, on a eu d'énormes comptes justement parce qu'on était parmi les premiers et qu'on faisait plutôt bien notre taf. Donc ça s'est pas mal passé. On est monté une équipe d'une dizaine de personnes, bureau parisien. Et puis, assez de chiffres de chiffre d'affaires annuel quand même, très rapidement. Après, on a eu un peu des histoires différentes entre associés, des envies différentes. On a décidé de céder la boîte, comme je te disais, en juin 2024. Suite à ça, j'ai monté Le Charbon, ça s'appelle Le Charbon, qui est dans l'éducation, mais de manière un peu plus dérivée par rapport à ce que toi tu peux faire, on va dire moins traditionnel. L'objectif, c'est simple, c'est de prendre des boîtes de services, que ce soit des freelances ou des agences qui marchent déjà un peu, donc il n'y a pas besoin qu'elles fassent des centaines de milliers, mais qui ont déjà un peu de traction, qui ont déjà une position sur le marché, de les prendre, de les incuber. Aujourd'hui, tu vois, on se tourne vraiment vers le mot incubateur, on aura l'occasion d'en parler, de leur donner toutes les ressources possibles, tous les soutiens, tous les supports pour qu'elles puissent décoller derrière. Dont Mathis, dont on a parlé la dernière fois, tout à l'heure là, le robot Terminator. Mathis Terminator, et tu sais, qui a été un peu un des premiers. Ça a été un peu la validation, si tu veux, du modèle. Et du coup, vu qu'on a réussi à valider le modèle sur lui, derrière on en a fait passer 200 aujourd'hui, tu vois. Donc ça commence à faire. Et puis tous les mois, on en a je pense une bonne dizaine, une bonne douzaine tous les mois qui s'ajoutent, peut-être même plus maintenant, vu que ça va de plus en plus vite. Mais tu vois, on en a accompagné vraiment pas mal. Donc on a trouvé une petite méthode qui marche bien. Ça fait son trou, ça marche bien, c'est cool. Et puis on prend énormément de plaisir, tu vois. Et ça, c'est marrant, on en parlait la dernière fois avec Steve Kella, qui avait fondé Horus avec moi. On prend beaucoup plus de plaisir sur l'aspect pédagogique aujourd'hui du charbon, qu'on pouvait le prendre avec l'agence. Donc c'était bien, on a kiffé l'agence, c'était cool et tout. Mais tu vois, même toi, tu me l'avais dit, tu m'avais dit, mec, c'est un truc de fou comment ça te nourrit intérieurement d'aider les autres, de les faire grandir, etc. Peu importe leur niveau, peu importe sur quoi tu les aides. Et avec l'agence, bon, t'as ça, mais t'as pas trop ça, ça reste quand même vachement professionnel. Il y a quelqu'un qui te paye pour un service. Là, sur le charbon, ça, quand tu parlais d'impact au début,
là, je sens que j'en ai vraiment et on en a vraiment, tu vois, tous dans l'équipe. Donc voilà, c'est un bon point pour t'expliquer un peu tout ça. Bon, après, en effet, j'ai joué au foot, on en parlera, mais voilà, c'est un peu le résumé. Magnifique, merci pour l'intro. J'ai plein de questions à poser Vas-y. sur Horus, le charbon. Ouais. Mais moi, j'aime bien revenir sur le passé. Ouais. Tu vois vraiment d'où tu viens, où t'es né, comment t'as grandi, je crois dans le 95, je sais Ouais. plus de tête peut-être. Ouais, c'est voilà. Raconte-nous un peu ton enfance. Ouais, alors où je suis né, c'est pas très important parce que je suis pas né. Enfin, je suis venu en région parisienne à l'âge de 3 mois. Donc, j'ai grandi, comme tu le dis, en région parisienne, exactement dans le 95, à Hermont. Pour ceux qui savent, c'est collé à des villes comme Saint-Gratien, Argenteuil. Voilà, c'est dans ce coin-là. J'ai grandi là-bas, j'ai fait toute ma jeunesse là-bas. Bon, c'était cool, mais un peu comme toi, tu vois, tu grandis en banlieue, quoi. Donc après, moi, franchement, voilà, je touche du bois et j'espère qu'il y en aura beaucoup qui auront mon enfance, mais j'ai jamais eu de problématique, j'ai jamais traîné dans la délinquance, j'ai jamais eu tout le mauvais côté entre guillemets de la banlieue, même si je l'ai vu, mais j'ai jamais eu à le traverser moi à titre perso. Donc ça c'est aussi, tu vois, en vrai on en parle beaucoup, mais c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai un semblant de réussite, c'est parce que j'ai quand même eu la chance d'avoir une enfance stable dans un environnement où tu peux très vite partir en cacahuète. Mais ça s'est bien passé, j'ai fait collège, lycée, et puis en fait ce qui s'est passé, c'est que depuis que j'ai 11-12 ans, le foot est devenu sérieux. Donc comme un peu tous les enfants, je joue au foot moi. Sauf qu'à 11-12 ans, je pense que j'étais un joueur un peu particulier, quoi. J'avais on va dire un peu de talent, même si j'aime pas dire ça. Et donc ça s'est un peu accéléré. J'ai fait pas mal de choses. J'ai été en équipe du Val d'Oise. J'ai pas été pris à Clairefontaine, mais j'ai été jusqu'au bout de tous les tours de Clairefontaine, etc. Donc tu faisais les 50 jongles, pied gauche, pied droit, de la tête. La tête, pied gauche, pied droit, machin. Tu vois, tu faisais partie un peu de ces joueurs-là un peu particuliers. Donc ça a commencé à s'accélérer à partir de mes 13 ans. De mes 13 ans à mes 17 ans, j'ai joué au foot à haut niveau. Donc j'ai fait tous les plus hauts niveaux, U13 régionaux, U15 DH, U17 nationaux. J'ai même été en U19 nationaux quand j'avais 17 ans. J'ai même fait des bandes nationales quand j'avais 17 ans. Et à 17 ans, en fait, je suis parti aux États-Unis jouer au foot. Donc en fait, j'avais un problème, moi. C'est que ma mère, c'est une rebeu, donc l'école, voilà. Mon père, un peu moins, mais bon. Mon père est français, ma mère est rebeu. Ça, c'est important aussi, tu vois. Tu le disais. Ma mère, voilà, une rebeu, je vais pas te l'apprendre. Il faut les diplômes, il faut l'école, machin, etc. Et c'était impossible pour elle de dire que son fils, il allait devenir footballeur. Enfin, pour elle, c'est pas un métier, en fait, le foot, on n'a rien à faire. Pour elle, c'était impossible. Du coup, elle voulait absolument que je continue l'école. Moi, j'avais aussi envie de m'assurer un diplôme. Mon père s'en foutait un peu, mais pareil, tu vois, il préférait que j'ai un diplôme quand même plutôt que j'aille jouer au foot, parce que tu vas jouer au foot à 17 ans, t'es pas sûr de réussir. J'étais pas Mbappé non plus, hein, tu vois, j'étais pas en Ligue 1 à 17 ans, quoi. Donc j'étais entre les deux, j'étais le cul entre deux chaises. Et en fait, aux États-Unis, à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait FFF USA quand on voyait les joueurs de foot en école là-bas, donc dans le championnat universitaire. Donc tu avais tout payé, tu avais l'école payée, les logements payés, la bouffe payée, les transports payés, etc. là-bas. Et tu jouais dans l'équipe universitaire aux États-Unis. Donc tu avais différentes universités, etc. Moi, j'étais un des premiers à aller là-bas. J'ai du coup joué au foot pendant 4 ans là-bas. J'ai habité en Caroline du Sud et en Arizona. Donc j'ai eu la chance de faire des trucs extraordinaires. T'es bilingue du coup en anglais? Ouais, je suis bilingue. Ouais. Enfin, bilingue, c'est un grand mot, mais je parle couramment anglais, quoi. Okay. Mais du coup, j'ai joué au foot là-bas jusqu'à mes 21 ans. Et puis c'est là où j'ai découvert le business. Parce que moi, j'étais pas du tout business. Moi, j'étais à fond foot, un malade mental un peu comme toi. Tu as des débiles mentaux, se taper la tête, foot. Il y avait que ça dans ma tête. Et puis, j'ai découvert le business là-bas. Tu vois, j'avais des profs, c'était des entrepreneurs. Et puis, les États-Unis, ils ont 15 ans d'avance. Tu vois, donc, ce qui s'est passé pour moi il y a 7-8 ans, c'était en fait ce qui se passe aujourd'hui en France. Tout le monde voulait entreprendre. Tous mes profs, c'était des entrepreneurs. Moi, j'avais le YouTube américain. Pour moi, c'est ce truc-là qui a changé ma vie. C'est que quand j'avais 17 ans, tout le monde avait YouTube français. C'est-à-dire, on commençait à voir les Yomi Denzel, les mecs qui commençaient à parler de business là, on commençait à les voir. Mais moi, j'étais aux États-Unis, donc j'avais le YouTube américain. Ça faisait déjà 10 ans qu'il y avait des mecs qui parlaient de business, de e-commerce, de trucs sur YouTube. Ça m'a complètement matrixé et ça m'a donné envie d'entreprendre. Donc c'est là-bas que j'ai découvert l'entrepreneuriat. Je suis revenu en France, j'ai fait une école de commerce ici, qui était bien, mais qui m'a pas servi à grand-chose. Pendant l'école de commerce, j'ai lancé
aux Russes. En gros, on a lancé une première boîte avant, mais qui a fait un truc bizarre, mais qui s'est pété la gueule. C'est quoi un truc bizarre? C'était. Bon, ça, je pourrais en parler. Je t'en parle juste après. Je finis le truc comme ça. Je finis mon monologue, mais après, je t'en parle après. Et on a lancé aux Russes pendant que j'étais à Schema en master. Ok. Et en fait, ça a pété lors du master 2, lors de mon année de master 2. Donc après, j'ai quand même fini mon master parce que Fazila, ma mère, il fallait absolument que je finisse. Mais j'ai fini mon master et Aurus marchait déjà très bien. Du coup, après, j'ai transitionné tout de suite sur Aurus. Et voilà, c'est un peu ça le parcours dans les grandes lignes. Je comprends bien ce que tu dis quand tu dis j'avais le YouTube américain. Parce que t'as créé création de contenu sur TikTok. T'as 1,7 million de personnes qui te suivent aujourd'hui. Et quand je voyais tes contenus, tu faisais partie des rares personnes qui faisaient des contenus qualitatifs. T'as vu là aujourd'hui, par exemple, tout le monde cherche à faire des contenus quali, mais à l'époque, c'était pas trop ça. La plupart des gens, ils créent des contenus avec leur téléphone de manière assez basique. Et toi, t'étais un des rares, je trouvais, qui avait déjà cette habitude de créer des contenus quali, bien tournés, bien montés. Tu vois, à l'époque, tout le monde, c'était un peu n'importe quoi, tu vois, sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est ce temps d'avance, là, en fait, dont tu parles, que t'as eu aux US, non? Ouais, en fait, c'est simple, hein. C'est ce que je disais, quand j'avais 17 ans, nous, TikTok est arrivé, donc il y avait le truc de YouTube, mais il y avait aussi TikTok. TikTok est arrivé, je crois, en 2020 en France ou 2019. Je crois qu'aux États-Unis, c'était déjà présent depuis 2 ans au moment où ça arrive en France, ou 1 an et demi, ou un truc comme ça. Et en fait, moi, je me rappelle, ça, c'est un truc de fou. Quand j'habitais en Arizona, j'arrivais vers la fin de mes études, donc la fin de mon aventure universitaire, et il y avait des jeunes, parce qu'en fait, ça dure 4 ans, tu peux jouer au foot 4 ans en université. Donc moi, j'étais sur ma 3e, 4e année, et il y avait des jeunes, ça s'appelle des freshmen, ils arrivent, souvent des Américains, ou des étrangers, mais souvent des Américains, et je me rappelle, dans le bus, ça m'avait marqué. Il y avait un mec, genre, c'est là où j'ai découvert TikTok, et un mec qui scrollait sur un truc, mais tu sais, c'est un truc de fou, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Moi, je comprenais pas c'était quoi ce système de scroll. Il y avait que TikTok, sauf que nous, on l'avait pas en France. Et je vois un mec dans le bus, j'étais derrière lui, je vois, il scrolle sur un truc, il regarde des vidéos et tout. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et du coup, j'en parle à mes potes français, ils me disent, ouais, c'est TikTok. Je dis au mec, je dis au petit, je lui dis, ah, c'est quoi ce truc et tout. Il commence à me montrer son téléphone, et je découvre. Ça a été un. Genre, je me suis dit, mais wow, c'est quoi ce délire en fait? C'est en train de tout rafler. Et lui, le petit, il me disait, wow, tu te rends pas compte si t'as pas TikTok, c'est un truc de fou. Du coup, moi, j'ai téléchargé TikTok parce qu'on l'avait aux États-Unis. Je commençais à scroller, je voyais des mecs. C'est là que j'ai découvert les mecs qui faisaient du contenu qualitatif. YouTube, pareil, tu vois. En fait, il y avait des mecs qui faisaient du business, certes, mais qui comprenaient que ça y est, l'attention, ça allait s'attraper à travers le contenu. Et donc, qui voulait créer. Et moi, c'est pour ça que j'ai eu de l'avance. En vrai, si tu y réfléchis, c'est pour ça que j'ai eu de l'avance. Et c'est vrai que j'en ai même pas parlé. Mais la raison pour laquelle Aurus a bien marché aussi, c'est parce que nous, en tant que fondateurs, on était des bourrins de la création de contenu. Et donc, quand on allait voir une marque, ah, vous savez faire ça? Bah oui, regardez, on a des millions d'abonnés. Donc forcément, si on sait le faire pour nous, on va savoir le faire pour vous. Facile à vendre après. Voilà. Donc, c'est ça qui a fait que ça a marché. Et c'est vrai que des fois, j'oublie. Parce qu'aujourd'hui, je crée beaucoup moins. Mais c'est vrai que c'est la raison pour laquelle ça a marché. Ouais. Ok. Et avant d'aller un peu plus loin, parce que on est passé par le passage du foot, mais il n'y a pas eu de transition. Il s'est passé quoi? Du coup, stop foot, plus de carrière, tu voulais plus percer ou est-ce que tu as essayé de percer déjà? Ouais, bah oui, forcément. Forcément, j'ai essayé. Depuis que je suis tout petit, moi, ça a été mon plus grand rêve. Forcément, j'ai pas réussi, mais j'ai pas réussi parce que, tu vois, certains vont dire blessure, machin, etc. Moi, la réalité, c'est que je pense que j'avais pas assez de talent ou pas assez de discipline, ou j'en sais rien. En tout cas, j'étais pas assez bon pour aller au niveau supérieur. J'aurais pu, je pense que si j'avais forcé, parce que tu vois, après, j'ai joué en National 2, j'ai poussé un peu au cul d'une équipe de nationale, donc j'ai fait un banc, machin. Donc j'aurais pu, tu vois, ça c'était au retour des États-Unis. J'aurais pu faire une carrière comme on le voit aujourd'hui de semi-pro, se battre entre la N2, la N3, potentiellement aller grappiller vite fait en national, ce qui est honorable à mort. Mais moi, j'aspirais pas du tout à ça. J'aspirais à beaucoup plus. Donc mon rêve, moi, c'était de jouer en Ligue 1, c'était de jouer pas comme tout le monde, tu vois, la Ligue des Champions, machin, si j'avais pu. Tu jouais quel poste? 9. Ah, et d'ailleurs, un 9 comment? Un 9 pivot, un 9 profondeur? 9 plutôt profondeur, moi. Tu vois, j'ai toujours aimé Kun Agüero, j'ai toujours adoré Agüero, donc tu vois, un 9 assez fin, mais en même temps qui peut aller chercher des ballons dans la profondeur. Mais ouais, du coup, j'ai tenté de percer, tu vois, forcément, ce serait mentir de dire ça, de dire l'inverse. Donc ouais, j'ai tenté de percer. Juste manque de talent, manque de discipline, manque de chance. Peut-être, tu vois, t'es pas là au bon moment, au bon endroit. C'est beaucoup ça, le foot aussi. Mais ouais, et du coup, après, le foot, j'ai quand même arrêté il y a pas si longtemps que ça. J'ai arrêté il y a 3 ans, je crois, le foot. Vraiment, j'ai fait une dernière année en National 2, puis après, j'ai arrêté. Mais parce que le taf prenait le dessus. En fait, il s'est passé tout en même temps, où je suis rentré en France, j'ai été en National 2.
J'avais la boîte qui marchait bien, j'avais l'école à côté. Ça n'avait aucun sens. Du coup, je me suis dit, attends, là, il faut faire des choix, machin. Le foot, c'était bien, mais c'était trop dur. Tu vois, on avait entraînement tous les jours, même 2 fois par jour. Pour jouer en National 2, moi, j'étais pas payé parce que je faisais partie des moins bons, entre guillemets, de l'équipe. Du coup, j'étais pas payé, tu vois. Voilà, en gros, j'ai dit, allez, vas-y, c'est bon. Ça a été dur, hein. Ça a été l'un des moments les plus durs. C'était ma prochaine question. Ouais, Ah comment ouais. tu l'as vécu, en fait? Tu fais un deuil un peu? Ouais, mais même encore maintenant, tu vois, genre... En vrai, c'est con ce que je vais dire, mais je sais bon, il tombera pas déjà là-dessus, mais tu vois, ou même ils tomberont pas. Mais j'ai des potes aujourd'hui qui jouent en Ligue 1, j'ai des potes qui jouent la CAN, des très bons potes, tu vois, des mecs avec qui j'ai joué pendant des années, tu vois. J'ai des potes à moi qui jouent en Ligue des Champions, j'ai même des mecs que je connais qui jouent en équipe de France. C'est moins des amis, mais par contre, je les connais. Franchement, ça te fait quelque chose. Bah ouais, parce que tu te dis, ce mec-là, sur le papier, il y a un moment donné où t'étais aussi bon que lui, où il était peut-être un tout petit peu au-dessus, mais t'étais vraiment pas loin de lui. Et lui, aujourd'hui, il joue la CAN, tu vois. Il joue la CAN, il est numéro 10 en Ligue 1. Et pour toi, qu'est-ce qui fait la diff alors? Si t'étais au même niveau ou peut-être un... Je pense qu'il a toujours été plus fort que moi, mais c'est juste qu'en fait, lui, au moment où on a 15-16 ans, on a le même niveau. Moi, mon plafond de niveau, il est pas loin. Lui, son plafond de niveau, il avait encore du potentiel. Il avait trop de potentiel. Et en fait, c'était un mec, il appuyait pas sur la pédale d'accélérateur. Sauf qu'au moment où toi, t'as le même âge que lui, tu t'en rends pas compte. Ouais. Tu vois? C'est juste qu'après, quand il part, il décolle. Et c'est un mec, il a pas de plafond. Genre, ce mec-là, je pense il s'adapte. Ouais, je pense qu'il va jouer en première ligue l'année prochaine. Et ça, c'est un mec vraiment, genre, c'est un mec avec qui j'ai joué pendant des années, tu vois. Donc, quand tu vois ce mec-là, ouais, il s'appelle Lassine Sinayoko. Ok, il joue? Il joue à Auxerre, c'est le numéro 10 d'Auxerre. Wow. Et du coup, c'est Mali. Il a fait une super CAN. Si t'as regardé un peu la CAN, c'est le meilleur buteur du Mali. Depuis deux CAN, c'est lui qui est le meilleur buteur du Mali. Ok. Mais ils ont marqué un but, je crois, donc c'est le seul buteur. Ouais. Non, je plaisante. Il a marqué je sais parce qu'ils ont marqué. Je crois qu'il y a eu un avec le Maroc ou 0-0, je sais plus. Bah, c'est lui qui a marqué. Ah ouais? C'est lui qui a marqué. Ah ouais, tu vois. C'est lui qui a marqué. Et oui, du coup, lui, c'est un mec avec qui j'ai joué pendant 2 ans. Mais tu vois, j'ai plein d'autres mecs avec qui j'ai joué. Excusez-moi les manières, je rigole. Tu vas te faire tuer. Mais ouais, du coup, oui, c'était dur. Et là, je te parle de ça aujourd'hui, mais en vrai, je suis trop content pour lui. Genre, moi, je lui souhaite qu'un truc, c'est qu'il aille beaucoup plus loin. Et même, j'ai d'autres moins proches, mais j'ai d'autres personnes, je leur souhaite que du bonheur, tu vois. Mais au moment où ça t'arrive, tu te dis putain, enfin, c'est terrible. Parce qu'en plus, moi, le truc qui est dur, et hier, j'en parlais avec mon père, tu vois, c'est que moi, j'ai pas eu de vie. C'est-à-dire que depuis mes 12 ans jusqu'à mes 21 ans, tout était autour du foot. Tout. Jusqu'à ce que je découvre l'entrepreneuriat. Et en fait, c'est terrible parce que j'ai pas, tu vois, les gens, ils ont connu les soirées avec leurs potes, ils s'amusaient, etc. Les vacances avec leurs potes, machin. Mais ne serait-ce que les vacances, tout ça. Moi, mec, j'allais en vacances, j'étais en train de courir, tu vois. Fallait que je cours le matin, fallait que j'aille m'entraîner dans le sable l'après-midi parce que, vas-y, il y avait la reprise. Des soirées, je pouvais pas aller à des soirées. Tous les week-ends, je jouais. On était partout dans la France, machin. Ou même, quand j'étais aux États-Unis, on prenait l'avion, truc. Je devais faire mes devoirs dans l'avion. Vie de merde. Si t'enlèves le sport, c'est vie de merde, tu vois, depuis mes 12 ans. Donc, en vrai, c'est triste. Tu te dis, de mes 12 ans à mes 21 ans, t'as sacrifié tout pour ça. Pour au final, pas grand-chose. Après, la réalité, c'est que ça m'a appris tellement d'autres choses. Tu vois, les valeurs, la résilience. Aujourd'hui, c'est ce que je disais. La dernière fois, j'en ai fait un post LinkedIn qui a bien marché. Et je disais, moi, aujourd'hui, tu peux me rouler dessus, tu peux me chier dessus, tu peux m'insulter, tu peux me taper, tu peux tout ce que tu veux. Le lendemain, je suis là, tu vois. Parce que tu arriveras jamais à la cheville de ce que le foot m'a fait, tu vois. C'est con, mais c'est la réalité. Et donc, ça m'a appris ça, entre autres. Mais ouais, quand tu te manges la petite claque derrière la tête, là, ça y est, t'es plus assez bon, ça y est, c'est bon, arrête, tu vois. C'est terrible. Ouais, est-ce qu'il y a eu... C'est quoi la meilleure époque pour toi dans le foot? La meilleure année? Pourquoi? Là où t'as le plus kiffé, ouais, footballistiquement. Je pense que c'est l'année, justement, où on joue... où Lassine part à Auxerre. C'est entre 2 années, c'est genre 17 et 19. Et du coup, on joue, c'est marrant parce qu'on joue tous les deux devant. Lui, il met genre 25 buts à l'année. Moi, je mets, 18-19 buts. On joue tous les deux devant. Et je pense que c'est la meilleure année où on tapait tout le monde. C'était terrible. Tu vois, c'était hallucinant. On tapait vraiment tout le monde. On avait une équipe de fous. Et je pense que c'est ça, tu vois. On a tapé le PSG à la maison. D'ailleurs, Steve, toi, tu t'en rappelles bien. On a tapé le PSG à la maison alors que c'était le PSG. C'était pour Paris ?
j'aime beaucoup Paris. Ouais. Ok. Donc ouais, mais bon, tu vois, à ce moment-là, C'est une fierté quand même. quand tu joues contre le PSG, mais surtout que c'était le PSG de Moussa Diaby, qui joue, il joue en Arabie Saoudite aujourd'hui, mais qui a été en équipe de France. Tu vois, c'est le PSG de mecs comme ça, donc tu... Ouais, j'ai déjà joué contre le PSG, on a pris 8-9-0. Bah voilà, c'est bon, tu vois, taper des mecs comme en ça. En plus, ils s'amusent, tu sais. Ils auraient pu t'en mettre 15 s'ils voulaient, mais... Ouais, mais tu vois, quand tu tapes ce genre d'équipe-là, alors que oui, par exemple, à l'aller, on a pris 4-0. Ouais. Le retour, on les bat 2-1 à la maison. T'as des joueurs qui ont joué en équipe de France dans cette équipe. Tu vois. Donc je pense que c'est cette année-là la meilleure année. Trop bien. Trop bon souvenir. Et du coup, carrière de foot, deuil. Ouais. Derrière, t'es encore étudiant, schéma, école de commerce. En parallèle, création de contenu. Tu vois, donc tu commences à créer du contenu sur TikTok. Comment ça a commencé et comment t'en es arrivé à avoir 1,7 million de personnes, tu vois, qui te suivent? Ouais, c'est beaucoup, hein. Ouais, c'est beaucoup, c'est un truc de fou. Tu sais que des fois, on s'en rend pas compte, hein. Non, mais des fois, on m'arrête dans la rue pour ça et je m'en rends pas compte en fait. Parce que j'utilise plus du tout TikTok. D'ailleurs, ce compte, il est laissé à l'abandon. Ouais. Tu veux pas le vendre? Non, ça sert à rien. En vrai, tu le gardes comme un argument de preuve et tout. Même pas, mais c'est juste que en fait, tu t'arnaques la personne si tu lui vends. C'est-à-dire que si tu vois une autre tête sur un compte que tu as eu l'habitude de suivre, ça va pas marcher, tu vois. Donc tu l'arnaques en lui vendant. Ouais. Mais c'est vraiment beaucoup. Tu sais comment je visualise le truc? Tu sais, même des fois, parfois, il y a des personnes, ils galèrent un peu sur les réseaux sociaux. Ils ont 1000 personnes. Et je dis, imagine 1000 personnes devant toi. Salle. Tu vois? T'imagines? Imagine 1,7 million de personnes là devant toi. Là. Ouais, mais c'est une folie. Hein. Ouais, mais la dernière fois, je te dis, la dernière fois, il y a un mec super sympa qui m'a arrêté dans la rue. Il m'a dit, ouais, putain, tu te rends pas compte, genre, je pense que toute la France a vu tes vidéos, genre, toute la France a vu ta tête et tout. Et en fait, on s'en rend pas compte. Mais c'est vrai que, ouais, pour en revenir à ça, alors, en gros, je vois TikTok, je vois l'opportunité TikTok, je me dis putain, il y a un truc à faire, etc. J'avais déjà lancé 2-3 business où j'avais 2-3 expériences qui avaient moins marché, mais vas-y, il y avait quand même des trucs à raconter. Je me dis, allez, je vais commencer à m'intéresser à la création de contenu. Et il s'avère qu'il y a un pote à moi qui habitait aux États-Unis, qui avait commencé à faire du contenu, il avait buzzé. Genre, il avait, je sais plus, à l'époque, 200 ou 300 000 abonnés. Et je l'avais vu, je me dis, putain, mais attends, mais lui, il a rien de plus que moi, là. Attends, comment? Il a juste pris son téléphone, il a commencé par TikTok. Je me dis, allez, vas-y, je vais faire pareil, sauf que moi, je vais parler de business. Je parle de business, à l'époque, le e-commerce, machin, je commence à parler de 2-3 trucs de business, trucs. Première vidéo, 2 vidéos, ça marche pas. Troisième vidéo, 10 000 vues. Et wow, c'est quoi ce truc-là? Il y a un truc qui se passe, là, c'est bizarre, tu vois. 4e vidéo, 5e vidéo, je sais pas moi, 10e vidéo, 100 000 vues. Et wow, genre, c'est bizarre. Et puis à l'époque, TikTok, c'était exponentiel. Genre, tu mettais une vidéo, tu pouvais prendre 10 000 abonnés en une vidéo. Et je me dis, oula, il y a quand même un truc là. Et puis à un moment donné, je me suis dit, attends, tu sais quoi? En plus, j'aimais bien faire ça. Je me suis dit, tu sais quoi? Je vais me fixer un défi. Sur l'année prochaine, je vais me jurer de poster une vidéo par jour, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, entre guillemets, tu vois. Enfin, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Je l'ai fait. J'ai posté une vidéo par jour. L'inspiration, après, soit elle venait, soit je la trouvais, notamment chez les Américains, beaucoup. Et puis je détournais un peu leur concept. Et puis je trouvais des inspirations de trucs que j'avais envie de parler, machin, etc. Et en fait, tu vois, tu m'as posé la question de comment est-ce que c'est possible. Franchement, aujourd'hui, je pourrais même pas l'expliquer. C'est juste que je créais du contenu. Je mettais tout ce que j'avais là-dedans. Je prenais beaucoup de plaisir à le faire. Je prenais des concepts qui aidaient beaucoup les gens et qui permettaient aux gens d'apprendre quelque chose. En fait, je me suis toujours dit ça. Je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui regarde ma vidéo, même s'il aime pas la vidéo, c'est pas grave, il a appris quelque chose. Tu vois. Bien sûr. J'étais obsédé par ça. Je mettais ça une fois par jour dans mon contenu. Je suis tombé à l'époque où TikTok, ça avait le vent en poupe. Je pense qu'il y avait 4-5 mecs comme moi qui créaient du contenu, pas plus. Et j'ai tout pris. Bien sûr. J'ai tout pris. Ce que les gens ils comprennent pas, je trouve, c'est que c'est difficilement répétable. Tu vois. Oui. C'est-à-dire, très souvent on me dit, ouais, comment tu fais? En fait, tu n'y arriveras pas. Non. C'était ma personnalité à un moment, à une époque, où le réseau social était branché de cette manière-là. Si aujourd'hui, j'essaie de même moi, si j'essaie de répéter ce que j'ai fait il y a 6-7 ans, ça va pas marcher. Tu vois, ça marchera pas. Tu sais, chaque nouvelle époque a sa manière, on va dire, de... non, je comprends totalement. Franchement, c'est une dinguerie. Mais c'est comme toi, c'est un timing, en fait, où tu t'es retrouvé au bon moment, au bon endroit, avec la bonne manière de faire. C'est quand il n'y avait personne, en fait. Moi, ce qui a fait la diff, c'est... Tu vois, tout comme toi, tu disais, on était 5-6. LinkedIn, c'était pas une machine à contenu. Non. C'était un CV digital où les gens, ils partageaient au maximum des événements dans des salons. Donc moi, quand je suis arrivé, je partageais des choses plus perso, plus inspiration. On se foutait de ma gueule. Qu'est-ce que tu fais? C'est bullshit. Ça c'est sur Facebook. Franchement, les commentaires, il y avait une masse de critiques. Mais je voyais qu'à côté de la critique, il y avait de la visibilité. En fait,
Et je ne veux pas me baser sur la critique, ça représente 2-3% en fait finalement Et de la puis c'est publication. toujours ceux qui sont vocaux, c'est toujours ceux qui critiquent. Exactement, mais c'est pas répétable. Tu vois, je pense que même toi, tu essaies de répéter la même machine, avoir les mêmes résultats, c'est mort. Tu vois, il faut que les gens ils comprennent ça quand même. Tu vois, ouais, c'est vrai que ça c'est important. Mais c'est d'ailleurs pour ça que le compte, je l'ai laissé à l'abandon. C'est parce qu'en fait, bon, aujourd'hui, il y a plein d'autres sujets qui expliquent que ça, il sert plus à rien ce compte. Mais ouais, t'as raison. Aujourd'hui, tu me dis, vas-y, prends ton téléphone et fais des vidéos comme ça et fais 2 millions d'abonnés. C'est impossible parce que déjà tout le monde fait ça. Il n'y a plus de barrière à l'entrée, tu vois. Genre, en fait, tout le monde peut prendre son tel et se filmer. Ça fait des millions de vues. On attend tous le prochain réseau social qui va débarquer. Ouais, voilà, il y aura sûrement ça. C'est Clubhouse. Tu te rappelles Clubhouse, c'est toi à l'époque là, tout le monde s'est jeté dessus, des trucs. Non, mais je suis sûr que ça va, c'est possible. Après, je sais pas, j'ai l'impression que le contenu court, ça va durer pendant 15-20 ans là. Ah. Tu vois, je pense que ça va être le truc pendant 15-20 ans. Là, c'est l'IA. Tu sais plus trop ce qui se passe. Ouais, l'IA, c'est... Ouais, les contenus avec l'IA, c'est une dinguerie. moi, je suis choqué. Les gens, ils créent des pages, ils te montrent des prompts, ils te font des vues, des likes, ils doivent... Attends, mais c'est une dinguerie, wesh. Il n'y a pas de fond. Et tu sais, des fois, des vidéos de merde. Et en plus, l'algorithme, toi, tu rentres dans la vidéo et t'en envoies encore plus. Je dis, wesh, les gars, ils ont monté des pages... En créant des contenus qui n'existent pas, tu vois. Et nous, on se tue là-dessus, là. Ah, je jure, sur des petits... Il y a un singe qui fait de la SMR, là, c'est un tueur. Un singe espagnol qui fait de la SMR. Il mange des frites en ASMR et tout, c'est un tueur. Non, mais ça marche. C'est une folie, comment il capte l'attention. C'est quoi que tu m'as montré hier, l'île de la tente à fruits, là, ou je sais pas quoi. C'est un mec, il a fait des IA avec des têtes de fruits, et c'est genre l'île de la tentation, mais avec des fruits, tu sais, en IA. Ouais, non, mais je vois très bien ces contenus. Non, mais le pire, c'est... Moi, ce qui me choque, c'est que ces gamins, ils nous font perdre beaucoup de temps, wesh. Bah ouais. Non, mais c'est vrai. Mais en fait, moi, franchement, je déconsomme ces contenus. Oui. Tu sais, une fraise, une banane, ou bien, tu sais, la dame, c'est une fraise, elle trompe son mari. Et, tu vois, et à la fin, c'est un ananas, le bébé. Tu vois, c'est grave des trucs comme ça. Tu te dis, et en plus, je regarde ça, t'as vu? Parce qu'en fait, le pire, c'est que tu sais ce qui va arriver à la fin. C'est-à-dire, la vidéo, tu l'as déjà vue 3-4 fois, tu sais que c'est 2 fruits, et qu'il y a un autre fruit qui va sortir à la fin, et que le mec, il va être énervé, le chat, tu sais, et tu restes dedans, tu vois. Franchement, moi je trouve ça, c'est des génies. Je trouve ça incroyable. Mais ils sont trop forts. Je trouve ça incroyable. Mais c'est pour ça, tu vois, aujourd'hui, ça me choque. Mais derrière ton ordinateur, tu crées du contenu, t'as plus besoin. Enfin, moi, je me rappelle à l'époque, c'était compliqué, quoi. C'était une préparation de créer une vidéo. Genre, fallait un trépied, prendre ta petite cam ou ton iPhone, tu avais un script et tout, tu vois. Ça marche plus, ça. Parce que tout le monde crée du contenu. Donc, t'as raison, c'est irréplicable. Mais ça, c'est important. Ouais, t'as raison de le dire, c'est important parce que les gens, ils pensent qu'ils peuvent le faire. Non, pas du tout. C'est mort. C'est mort. C'est ton truc à ton époque. Voilà. Et fais en sorte que ça fonctionne, mais c'est mort. En plus, je le dis en conférence. Ouais, comment on fait pour... Je dis, c'est mort, oubliez. Vous n'y arriverez pas. C'est pas de l'arrogance, c'est juste que ça marchera pas pour vous. C'est impossible. Essayez de faire un truc pour vous, tu vois. Il y a trop de facteurs qui font que c'est difficile. Mais surtout, les gens, aujourd'hui, ils oublient que c'est pas parce que t'as 500 000 sur LinkedIn ou 1 million sur TikTok, machin, que tu vas faire de l'argent ou que tu vas entreprendre correctement. Ça n'a rien à voir. Et d'autant plus aujourd'hui. Tu vois, le mec avec l'IA... Ouais, ok, il fait des millions de vues et tout, il est marrant. Il fait de la monétisation TikTok, mais derrière, il lance un business, je sais pas, il va lancer... Enfin, tu vois, c'est pas un entrepreneur. Exactement. Tu vois, et donc, c'est marrant, mais c'est quoi... Tu parlais d'impact au début. C'est quoi l'impact que t'as sur les gens? Alors, moi, ça me fait rire, tu vois, mais... Tu vois, est-ce que tu les aides vraiment, les mecs, en leur mettant une pastèque qui trompe son gars? Je sais pas, mais bon, c'est marrant, quoi. Ça fait rire, au moins, ça fait rire. Ça, par contre, on peut pas leur enlever ça. C'est une dinguerie. Ça nous fait rire. Ce monde, il va trop vite. Tu sais que moi, je passe mes nuits dans l'intelligence artificielle. Je passe mes journées. Je suis sur l'IA du matin jusqu'au soir. Avec je Claude. me lève. Moi, je suis plutôt Manus. Je sais pas si tu connais Manus. Je trouve que c'est une dinguerie. En fait, t'as plus besoin de personne. Non, mais je te jure. Je me rappelle, avant, tu devais, je sais pas moi, setup une boîte. T'avais besoin du designer, t'avais besoin du monteur, t'avais besoin de l'expert site internet, le front, le back, l'expert en marketing, le copywriting, celui qui te monte le tunnel, celui qui te connecte la newsletter. En fait, si tu creuses dans cet outil, tu fais tout. Il fait tout. Je suis choqué. Je suis choqué comment aujourd'hui, moi qui connais rien, parce que de base, je suis pas un gars dans l'opérationnel. Tu sais, j'aime pas l'opérationnel. Tu as toujours dit fais ci, fais ça. Et moi, j'ai toujours délégué. Experts, Exact. J'ai toujours délégué. Tu vois, tiens, viens, ce truc-là, allez, je te paye. Combien ça coûte? Fais-le moi. Tiens. Là, je prends du plaisir à faire. Tu vois, j'ai dit. Ouais,
wesh, ils nous ont rendus autonomes. Non, ça nous a rendus autonomes. On peut tout construire de bout en bout. En fait, ça rend les êtres humains inarrêtables sur beaucoup de choses. Donc, non, moi, Manus, moi, je suis pro. Je pense que c'est pas l'outil le plus utilisé parce que je parle avec beaucoup de personnes. Et je sais pas s'il est sous-coté ou s'il y a de meilleurs outils. Mais il est pas connu en Europe, en fait. Pas très connu en Europe. Mais la vie d'Oham, que Manus, très puissant. Frérot, c'est pour moi le meilleur agent. C'est le meilleur agent IA. Tu vois, je vois tout le monde est sur Claude aujourd'hui. C'est juste Claude, il est facile d'utilisation. Par exemple, nous, on est sur Claude, mais c'est parce que en fait, l'interface, elle est beaucoup plus simple. Mais oui, Manus, il est encore plus puissant. Moi, j'ai découvert en Arabie Saoudite. C'est un pote à moi là qui m'a montré. Je suis plus sorti, frère. Passe minutes. Et je paye plus de 1000 balles par mois. Ah ouais? De Manus. Ouais, c'est parce que c'est à la conso. C'est des crédits, là. C'est des crédits, mais je suis tout le temps dessus. C'est une folie. Et t'envoies 10, 15, 20 trucs en même temps. Ouais, il peut faire des tâches. 20 trucs en même temps. Non, c'est une folie. Ouais, il est puissant. Il est puissant. Ouais. Enfin, bref. On reparlera de tout ça. De l'IA, ouais. Continuons dans notre chemin, dans notre parcours. Donc, on arrive, création de contenu TikTok. En parallèle de ça, tu montes Horus. Ouais. Ok. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui fait que tu te dis je vais monter Horus? Parce que tu gagnes aussi de l'argent sur TikTok, je suppose. Tu monétisais déjà TikTok un peu. Ouais, justement, en fait, c'est un peu né de ça. En gros, comme je suis devenu extrêmement visible très vite, forcément, t'attires l'attention de marques. Et excuse-moi, quand t'as dit Marc, je sais qui Marc. En fait, j'ai bégayé. T'attires l'attention de Marc. C'est dans la flamme ou dans le flambeau. Je toujours dis, attends, c'est qui Marc? Ok, non, c'est les marques. Okay. Non, c'est dans le flambeau, Marc. Mais non, c'est l'attention des marques, du coup, des entreprises. Et je me rappellerai toute ma vie de ce moment. Un jour, je vais au street workout du quartier. Genre, je vais m'entraîner là, ou à côté de là où on habite. Et là, je reçois un message sur TikTok. Salut Clément, je suis directeur market de telle boîte, une fintech. On a vu tes contenus, on veut te payer pour que tu fasses une vidéo sur nous. Ah, je dis, wow. J'étais en train de faire des tractions, rien à voir, tu vois. Je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce délire? Il y a des gens qui sont prêts à payer pour avoir du contenu et tout. Je me dis, wow. Tu sais, c'était des placements de produits, mais moi à l'époque, je pensais que c'était Maëva Guénam, Jessica Desanges, là, je sais pas quoi. Je me dis, c'est pas possible. Enfin, tu vois, je le voyais, mais de très loin. Et en fait, moi, je parlais de sujets sérieux, finance, entrepreneuriat, business, marketing, tout ça. Et là, il y a une boîte qui me dit, putain, on veut te payer pour que tu nous mettes en avant. Je dis, wow. Donc, c'était un tout petit truc. Je crois j'avais été payé 150 ou 200 euros pour la vidéo. Mais ça m'a mis le déclic. Je me suis dit, au début, c'est une folie au début. C'est un truc de fou. Le premier 200 balles qui tombe comme ça pour 5 minutes de création de contenu. Ouais, voilà, c'est ça. Et je me dis, oula, attends, ce que tu es en train de faire, ça a de la valeur. Donc ça, déjà, ça m'a poussé à continuer. Et puis après, ça s'est multiplié. 1, 2, 3, 10, 20 contrats, etc. Jusqu'à avoir des gros contrats. Et avec des belles boîtes. Et je me suis dit, putain, mais attends, c'est quand même intéressant. Sauf que moi, je me suffis pas à ça. Enfin, en fait, être influenceur, c'est peut-être péjoratif ce que je vais dire. C'est très bien, il y en a qui le font très bien. Moi, je trouve que intellectuellement, ça me nourrit absolument pas. Tu crées rien. Tu partages, mais tu crées rien. Tu es juste une plateforme qui permet de relier des messages et t'es payé pour être cette plateforme. Moi, j'aime pas du tout ce truc-là. Je préfère créer. Et encore une fois, on en revient au truc de c'est quoi l'impact. Genre, moi, gagner de l'argent, c'est cool. Oui, c'est très bien. J'en ai gagné beaucoup. J'en gagne beaucoup. Dieu merci. Ouais, après, à un moment donné, tu t'achètes toujours des trucs, mais c'est quoi les gens ils te connaissent pourquoi, qu'est-ce que tu as fait, comment tu les as marqués et tout. L'influence, il n'y a pas ça. Donc on s'est dit, avec Steve notamment, on s'est dit putain, attends, il y a un truc de fou, j'ai plein de marques dans mon portefeuille qui veulent créer du contenu, ils passent par des influenceurs pour créer le contenu, mais nous, pourquoi est-ce qu'on ne les fait pas payer du coup notre boîte et nous, on leur crée du contenu, pas à titre perso, mais on va leur permettre de eux créer du contenu en tant que boîte, tu vois. C'est là qu'est née l'idée d'Horus. Et c'était l'une des premières agences de vidéo verticale. Comme une agence pouvait être une agence de site internet, nous, les boîtes s'intéressaient de plus en plus à comment est-ce qu'on va chercher, souvent c'était ça, comment est-ce qu'on va chercher la génération Z, tu vois, qui utilise beaucoup TikTok. Et comment est-ce qu'on fait ça sans connaître les codes? Et on va passer par des boîtes qui sont spécialisées. Et on était 3-4 boîtes en France à avoir pris le créneau. Ça a super bien marché. Mais en gros, c'est né d'une opportunité, tu vois. Okay. C'est juste, on s'est dit, putain, attends, il y a tellement d'argent là. Nous, on a une expertise. Il faut absolument qu'on fasse du service et qu'on monétise cette expertise. Combien de chiffres, la boîte? Elle faisait combien de chiffres? Elle a fait 1,2 million au maximum sur un an. Ok. En très peu de temps, du coup. C'est monté assez rapidement. En 2 ans et demi, ouais. 2 ans et demi? Ouais. Okay. Après, vous avez décidé de la revendre? Ouais. Ça, c'est un autre sujet. Mais ouais, on a décidé de la revendre. C'est un sujet confidentiel? Non, c'est pas confidentiel. Mais c'est un sujet où, en fait, on s'est simplement embrouillé, en fait.
On s'est embrouillé. En fait, tu regardes vers là, mais ils savent pas qu'il y a quelqu'un. Ouais, ils savent pas qu'il y a Steve qui est là, qui est l'associé, qui est l'un des 2 associés principaux d'Horus, avec un 3e qui s'appelle Benoît. Et non, ça j'en parle ouvertement. On s'est frité la gueule sur des sujets, que ce soit Steve et moi, que ce soit Quel type de sujet ? Benoît et moi, des sujets d'ambition et de vision et aussi financiers. On va pas se mentir, tu vois. Des sujets on voyait pas la même chose pour la boîte et on voyait pas la même chose pour nous financièrement. On a tous fait des erreurs. Je pense que chacun de nous 3, on est capable aujourd'hui de se dire on a fait des conneries. Moi le premier, tu vois, c'était moi qui gérais un peu plus la boîte. J'avais la majorité des parts et j'étais entre guillemets président. Donc c'était un peu à moi aussi de gérer tout ça, chose que j'ai très mal fait. Je pense qu'on a été pris par l'émotion, tu vois, ça j'en parle beaucoup maintenant dans les boîtes qu'on accompagne. L'émotion et l'affect qu'il y a entre les fondateurs. Tu vois, Steve, moi, c'est mon meilleur ami depuis qu'on est tout petit. Donc, en fait, tu as ce truc-là qui rentre en compte. Et aujourd'hui, on est capable de faire la différence. À l'époque, il y a 4-5 ans, c'était pas exactement pareil, tu vois. Donc, en fait, quand lui, il me disait un truc, j'avais envie de l'insulter. Quand moi, je disais un truc, il avait envie de m'insulter. Puis, on avait Benoît qui est devenu un super ami aussi, en fait. Même si on l'a connu plus tard, Benoît, c'est celui qui sépare Benoît. C'est un frérot. Ben non, justement. Ah ouais. En fait, c'est un frérot. Il engraine encore plus. Non, mais tu vois, Attends, en fait, ce qui t'a fait le bâtard. Ce qui est ouf, c'est que Benoît s'est embrouillé avec moi, Steve s'est embrouillé avec moi, Benoît s'est embrouillé avec Steve. En fait, c'est juste qu'à un moment donné, Game of Thrones. Ouais, voilà, c'est genre, on est arrivé à un moment donné où tout le monde voulait s'arracher la tête et en fait, c'était pas bon, tu vois. Et après, on a eu chacun les uns envers les autres des propos où on n'aurait pas dû les avoir, etc. Et donc, c'est parti d'une dissonance de vision. Genre, on voulait plus la même chose pour la boîte. Et ça s'est barré en cacahuète, entre guillemets. Et puis après, on s'est dit, OK, on a quand même été assez intelligent pour se dire, OK, on va quand même, vas-y, réunir ce truc-là, parce que là, il y a une boîte qui vaut de l'argent, il y a un CRM, il y a des clients, genre... OK, qu'est-ce qui se passe ? Et puis après, on a viré quelques clients, on a arrêté certains contrats, certains contrats qui se sont arrêtés naturellement au bon moment, comme par hasard. Et puis après, on a trouvé un repreneur qui est un pote à nous, qui était sur le même secteur d'activité, qui nous a dit, écoutez les gars, moi je suis intéressé, je vous reprends la boîte. Comme ça, vous avez plus, entre guillemets, ce fardeau-là de la boîte. Il a repris la boîte, on l'a accompagné pendant 1 an et demi sur la reprise de cette boîte. Il a repris tout le portefeuille client. Elle existe toujours ? La boîte existe toujours. En fait, lui, il nous a racheté le fonds de commerce. Donc, il nous a racheté que le CRM et les contrats. Okay. À un certain prix. Donc, voilà, il y a eu une opération qui a été faite là-dessus. C'est une opération un peu particulière. C'est pas un exit, genre on n'a pas sorti 4 millions de la boîte, tu vois. Mais par contre, ça a été fait. Et aujourd'hui, là, le fonds de commerce lui appartient. Et nous, ça nous permet d'en avoir été libérés, entre guillemets, et d'avoir vaqué à nos ambitions chacun, quoi. Ok. Et vous avez géré comment ces moments de tension ? Ah bah, on les a archi mal gérés. Tu vois, nous, avec Steve, on s'est pas parlé pendant plus d'1 an. C'est ça, non ? Ça doit être 1 an au moins. Moins ? 6-8 mois. Ouais, 6-8 mois, tu vois. Donc en fait, pendant 6-8 mois, tu parles plus à ton giga frère d'enfance, tu vois, c'est complètement débile, tu vois. Et aujourd'hui, en fait, c'est facile, je suis assis là, je me dis, on était cons, et à chaque fois, on se dit, mais en fait, on réfléchissait pas, mais c'est juste qu'au moment où tu le fais, tu comprends pas bien. Donc oui, c'était des moments, c'était terrible, enfin, c'est nul, tu vois. C'est nul. Puis on était comme des cons, genre, on se parlait pas pour... En fait, c'est des sommes d'argent, oui, mais... Tu vois, qui a fait le pas vers l'autre pour rattraper tout ça ? Est-ce qu'il y en a qui a fait le pas déjà ? Je pense qu'on l'a fait tous les deux. Tu me dis si je me trompe, mais je pense qu'on l'a fait tous les deux. On a une pote qui nous a mis dans la même pièce un jour, Magda. Ouais. Et en fait, ça s'est fait naturellement. Tu vois, on a une pote qui nous a dit... Ouais, voilà. Il y a une pote qui nous a mis dans la même pièce un jour et qui nous a dit, bon, maintenant, arrêtez de faire le con, discuter et parler. Et puis, en fait, on a fait une phrase, on s'est dit... bon, c'est bon, enfin, genre, on arrête de faire les cons, là. En gros, ce qu'on a construit, notre relation vaut bien plus que tout l'argent qu'Horus aurait pu nous rapporter. Ouais, ok, super, allez, boum, on s'est serré la main, on s'est tapé dans l'épaule, c'est parti, et puis on n'en a plus jamais entendu parler, tu vois. Mais oui, ça a été compliqué. Et puis Benoît, qui est un ami aussi, tu vois, genre, que ça se frite avec Benoît, d'un sens comme dans l'autre. Pas évident, genre, tu vois, pas évident, mais aujourd'hui, ce qui est trop cool, c'est que Benoît, c'est redevenu comme avant. Nous deux, c'est pareil, c'est encore mieux. Okay. Mais ça a duré 1 an, et puis c'était la première fois où... Enfin non, j'avais eu une autre histoire aussi avec un mec, mais c'était plus parce que lui était particulier. Et tu vois, c'était la première fois où tu t'embrouilles vraiment avec des associés, tu vois. C'est bizarre c'est bizarre ce truc, genre. C'est bizarre. Ouais. Je comprends. Pas mal d'apprentissage là-dessus aussi. Pas mal d'apprentissage. C'est vrai que sur le coup, quand
quand t'as les yeux rouges, tu peux ne pas percevoir les choses. Et tout. Bien sûr. Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai monté des projets avec des associés, parfois ça se passe mal, tu vois. Mais vas-y, moi j'ai toujours lâché prise en fait. En fait, je m'en fous, tu vois. Ça c'est je pense que c'est une qualité que j'ai. C'est une qualité. D'autre côté, tu te dis, ouais, mais vas-y, je peux récupérer tant. En fait, moi j'ai toujours été, frérot, garde tout, j'en ai rien à secouer. Tu vois, je veux rien. Laisse-moi m'alléger l'esprit, parce qu'en fait, mon mental est plus important que l'argent qui est entre nous, tu vois. Et donc, moi, j'ai toujours voulu juste m'alléger l'esprit, et vivre, kiffer et tout. Mais sur le coup, ça peut être chiant, tu vois. Ça peut être chiant à vivre, humainement. Parce que des fois, il n'y a pas d'issue, tu vois. Ou des fois, tu as des personnes, ils répondent plus. Tu vois, pourquoi tu réponds plus ? Tranquille. Viens, on clôture le chapitre, on passe à autre chose, tu vois. Un peu de hauteur. Non, mais je comprends. Et encore plus quand il y a de l'amour et de la fraternité. Tu vois. Ouais, parce que tu vois, laisser partir. Les enjeux sont différents. Et ouais, parce qu'en fait, laisser partir quelqu'un, c'est pas compliqué quand tu t'en fous. Enfin, pas quand tu t'en fous, mais quand c'est juste un rapport très professionnel. Ouais. Quand tu t'en fous. Ouais, tu peux dire. Quand tu t'en fous pas, c'est compliqué. Tranquille, tu vois, je sais que t'as rendu les angles et tout. Ouais, non, mais tu vois, c'est. Quand c'est quelqu'un à qui tu tiens, c'est pas évident, tu vois. Genre, tu te dis, ouais, ok, certes, il y a le biz, mais c'est pas le business. Par exemple, moi, j'ai une théorie, et ça, à chaque fois, je le dis à nos agences, c'est que quand tu as rencontré quelqu'un à travers le business, ça te fera jamais mal de plus jamais parler avec lui. Ça va peut-être te faire chier vite fait, tu vas te dire, ah, c'est dommage, mais ça va jamais te faire mal. Par contre, quand tu as rencontré quelqu'un avant le business, pour des raisons qui n'en ont strictement rien à voir, et que vous n'aviez aucun intérêt à être potes, et qu'après, vous avez fait de l'argent ensemble, là, ça devient compliqué. C'est pour ça que je dis, s'associer avec des amis, moi, c'est un truc que je le fais plus. Genre, travailler ensemble, etc., oui, mais il faut que ça soit tellement carré dans la manière dont on fonctionne, dans la manière dont qui est payé quoi, comment, pourquoi, etc. Genre, je suis devenu archi procéduré là-dedans parce que ça m'a matrixé. Je me suis dit, c'est pas possible, tu peux pas tuer une relation à cause du bise. Mais du coup, c'est beaucoup plus simple quand tu as connu la personne pour le bise. Tu vois ce que je veux dire ? C'est 10 fois plus simple parce qu'en fait la raison principale pour laquelle vous êtes connus et vous êtes devenus potes, c'est le business. Donc en fait s'il n'y a plus de business, la racine de ta relation elle est beaucoup moins importante, tu vois. Après il y a des exceptions, mais tu vois, moi il y a des gens que j'ai rencontrés via le business, je les adore, mais ça sera jamais pareil que les mecs avec qui j'ai grandi depuis que j'ai 10 ans, tu vois. C'est pas possible, c'est pas pareil, tu vois. Et donc foot, création de contenu, schéma en parallèle, t'es diplômé. Je crois même à un moment donné, tu donnes cours dans une école, je sais plus c'est laquelle. J'ai vu un post, je me rappelle. Tu dis, regardez, à l'école, j'étais pas très scolaire et maintenant c'est moi, je donne cours devant des élèves et tout. Je me rappelle de cette publication. Horus, ça cartonne, 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires au bout de 2 ans et demi. Conflit entre associés, revente du fonds de commerce. Et là, un nouveau projet qui démarre. Le charbon. La charbonnerie n'est jamais finie. La charbonnerie. Et là, ça fait 2 ans et quelques maintenant qu'on est dessus. Pareil, ça a eu plein de trucs. Là, c'est en train vraiment de prendre une tournure que j'aime beaucoup, mais du coup, ça a été pas évident. En gros, toujours pareil. Moi, j'ai toujours fait les business par opportunité. En fait, je me suis jamais pris la tête à essayer de créer un truc nouveau ou à essayer d'innover sur un truc que je connais pas. C'est simple. Hein, quand j'avais Horus, je faisais du LinkedIn, je faisais du TikTok toujours, je faisais du Instagram et en fait du YouTube. Je montrais, genre, voilà une journée dans ma vie en tant que patron d'une boîte de services, machin, truc. Je faisais des vlogs, des trucs. Je montrais les équipes au bureau, donc on était vachement visibles. Et de par tout ça, il y a plein de gens qui m'ont dit, soit des gens qui avaient déjà des boîtes, soit des gens qui voulaient monter des boîtes de services, qui me disaient, ouais, est-ce que tu peux m'aider ? Est-ce que tu veux pas sortir une formation ? Est-ce que tu veux pas me coacher ? Est-ce que tu fais du consulting, machin ? Chose à laquelle je disais, non, moi j'étais concentré sur Russe, tu vois, on n'avait pas le temps. Mais je continuais à créer du contenu parce que ça me faisait kiffer. Et puis après, t'as 1, 2, 3, 10, 15, 30 mecs qui te disent, t'as une formation, tu fais une formation, tu peux nous aider. Tu te dis, oh putain, il y a un truc à faire. Et en fait, ce truc-là, je l'avais laissé de côté jusqu'à ce qu'Horus se pète la gueule un peu. Et où je me suis dit, de toute façon, à un moment donné, il va bien falloir qu'on prépare la suite. Tu vois, qu'est-ce qui va se passer après ? Qu'en fait, comment on va se démerder ? Et donc, j'ai monté le charbon. Et au début, le charbon, c'était une formation en ligne. Donc, l'objectif, c'était simplement d'apprendre aux gens à monter une boîte de service. Et des contenus en ligne ? Que e-learning. Que e-learning. Donc, contenu en ligne, tu payes, à l'époque c'était 700 €, tu payes, tu as accès à différents modules, etc. Le but c'est, tu deviens freelance ou tu deviens agence, entre guillemets, petite agence, et nous on t'apprend comment le faire. Et donc on avait fait un très beau projet, etc. C'était une formation en ligne.
Ça a cartonné, franchement dès le départ ça a cartonné parce qu'il y avait une certaine audience, il y avait une certaine attente. Et puis après ça s'est transformé en coaching. Donc après j'ai fait du coaching, du consulting en one-one avec des agences, notamment tu vois Mathis pour en revenir à lui. Et puis après ça s'est transformé on a une équipe de consultants, tu vois. Et puis aujourd'hui ça s'est transformé en mode on est un vrai incubateur. Donc on a une équipe de consultants, on a des soutiens pour tous les besoins dont vous avez, pour lesquels vous pourriez réquisitionner quelqu'un, on a DAF, avocate, expert en recrutement, machin, enfin ribambelle de personnes. Plus on a une équipe de coachs, plus on a de l'événementiel, on fait des événements tous les mois et différentes tailles d'événements, etc. Plus on a un espèce de fonctionnement du réseau à l'interne comme un incubateur où il y a beaucoup de business qui sont envoyés d'agence en agence. Et aujourd'hui, c'est un peu cette tête-là par rapport à ce qui était une formation en ligne il y a 2 ans et demi. Donc, encore une fois, ça s'est fait par l'itération. Tu sais, on a appris, on s'est trompé, machin, etc. Et aujourd'hui, c'est à ce modèle vraiment incubateur. Tu vois. Okay. Mais on accompagne les agences et les freelances. Vous accompagnez combien de personnes aujourd'hui ? Là, on a passé la barre des 200. Je pense que si on compte, on doit être pas loin des 250. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Et en fait, t'as de l'ambition pour ce projet ? Ou tu te dis, tiens, c'est pareil, ça va être un stade, je fais le taf, peut-être après je revends et je passe à autre chose. Tu veux quoi pour ce projet ? C'est quoi sa fin de jeu ? Ouais, ça c'est une bonne question. Au début, j'avais pas forcément d'ambition quand c'était sous format formation en ligne, parce que justement, tu vois, et ça va t'intéresser, je pense, c'est que je me rendais pas compte de l'impact que j'avais sur les gens. En fait, les gens, ils sont derrière leur ordinateur, ils suivent une formation. Et moi, j'ai toujours été comme ça. En gros, j'ai pas compris ce que ça pouvait avoir comme impact de parler à quelqu'un et de lui transmettre quelque chose. Du coup, le contenu, c'est ça. C'est tu parles à quelqu'un à travers son écran, mais tu te rends pas vraiment compte de l'impact que tu as jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un dans la rue qui vienne te voir et qui te dise « t'as changé ma vie ». Et ça m'est arrivé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je dis « putain, c'est chaud ». Ça, c'était par rapport au contenu. Mais par rapport à la formation en ligne et par rapport au charbon, bah c'est pareil. Tu prends une formation en ligne, tu sais que tu as mis toute ta vie dedans. Enfin, moi, j'ai mis toute mon énergie, tout ce que je savais, genre sans aucune rétention d'informations dans la formation. Ce qui fait que ça a changé des vies. Genre, en vrai, on s'en rend pas compte, mais il y a des mecs qui ont fait des sommes d'argent énormes avec ce qu'on leur a appris. C'est quoi des sommes d'argent énormes ? Bah, si je regarde Mathis, je l'ai récupéré, il faisait 10K par mois, aujourd'hui il fait 300K par mois. Énorme. Tu vois, donc en fait, je dis pas que c'est moi qui ai changé sa vie, c'est pas vrai, il aurait réussi sans moi. C'est juste qu'en fait, je l'ai tellement accéléré que sa carrière va ressembler à quelque chose qu'il aurait eu peut-être au bout de plus d'années, tu vois. Et comment ça s'est passé ? Comment s'est passée la rencontre avec lui ? Parce que moi, j'ai suivi un peu sur LinkedIn. Tous les contenus, là, maintenant, il monte sur des chevaux, tu sais, et tout. Ah ouais. Ouais, il fait des pubs sur des chevaux. Franchement, il s'arrête pas, ce mec-là, ouais. C'est une machine. En tout cas, moi, je le recommande beaucoup. C'est quelqu'un que j'ai pris pour lancer l'école au démarrage dans mes contenus. En tout cas, Mathis, c'est quelqu'un que je recommande à mort. Mais comment ça s'est fait ? La rencontre et l'accompagnement. Tu vois, comme ça, au moins, peut-être tu peux expliquer un peu concrètement comment ça se passe, tu vois. Bah oui, justement, tu vois, ça va faire sens avec ce que je disais. Genre, l'impact que j'avais sur la formation en ligne, je le voyais pas. Et un jour, on m'a dit, putain, j'ai fait tant d'argent, ou putain, j'ai fait tant d'argent, ou t'as changé ça, ou j'ai déménagé là parce que j'ai fait de l'argent, machin, ou je suis devenu freelance, du coup, j'ai quitté mon CDI. 1, 2, 3, 10, 50 personnes qui disent ça, tu dis, oh, c'est chaud, parce que je te dis 200 là. Mais ça, c'est sur la version incubateur. Mais on en a d'autres, beaucoup d'autres qui sont passés par la formation en ligne. Okay. Tu vois ? Donc les 200, c'est plus sur la partie vraiment coaching incubateur, tu vois. Et donc un jour, je me dis, putain, faudrait peut-être que je fasse du coaching ou que je transmette aux gens pour que je puisse être au contact. Et j'ai commencé à en faire 1, 2, et c'était tout petit, tu vois, je l'ai fait avec 2, 3 boîtes, et ça marchait bien. Et un jour, je vois LinkedIn, je vois Mathis sur LinkedIn. Parce qu'il est né là, lui, entre guillemets. Enfin, sa fame est née sur LinkedIn aussi. Et je le vois sur LinkedIn, je me dis, putain, il est intéressant, ce jeune et tout. Et puis, il faisait des vidéos à l'époque. Et ça coûtait vraiment pas cher par rapport à maintenant. Il avait 17-18 ans, peut-être, à l'époque. Je sais pas. Ouais, il avait 18 ans, je pense. Ouais. 19 ans, je crois, quand je l'ai récupéré. Okay. Ou 18-19 ans. On dirait un mec, un agent qui détecte. Bah, c'est ça fait un peu centre de formation, en vrai, tu vois. Mais sans faire exprès, parce que du coup, moi, j'ai été le voir pour lui commander des vidéos pour le charbon. Ouais. En gros, je voulais qu'on fasse des vidéos un peu décalées pour promouvoir le charbon. Et c'était juste à ce moment-là où j'avais cette mécanique de réflexion de putain, je pourrais faire du consulting au lieu de faire de la formation en ligne. Mais lui, je l'appelle pour de la formation en ligne. Hein. Tu vois, donc je l'appelle pour faire des pubs, en fait, parce que j'avais vu qu'il était talentueux et je me suis dit putain, elles sont vraiment pas mal ces vidéos. En plus, c'est pas cher. Allez, hop, on se rencontre. Et en fait, je sais pas, coup de foudre amical, relation un peu grand frère, petit frère. On s'est tout de suite reconnu. Enfin, moi, je me suis tout de suite reconnu en lui. Lui, il s'est tout de suite dit putain, je sais pas pourquoi, je sens que je peux lui faire confiance. Il va pas me la mettre. Et en fait, c'est lui-même qui m'a dit écoute, est-ce que tu serais pas chaud, tu m'accompagnes.
et comme ça te permet de voir si ton coaching, là, ça marche. Et du coup, je lui ai dit, ok, vas-y, feu. Mais par contre, on va faire un truc, c'est qu'on va faire une série YouTube. Donc en fait, je lui ai dit, on va se fixer un objectif et on va documenter ça sur YouTube. Et en gros, on est arrivé avec l'idée folle de faire passer un mec qui faisait 10K par mois à 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois en l'espace de 6 mois. Et donc, on a fait 6 épisodes YouTube qui duraient 1 heure et quelques chacun des épisodes. Ils ont bien marché ? Ils ont trop bien marché. Ils ont vraiment trop bien marché. Parce qu'en fait, le constat de base, c'est je vais rendre un abonné riche, tu vois. Enfin, genre, ce mec-là, il fait. Alors, c'est un super freelance, il fait déjà 10K par mois, c'est énorme. Mais par contre, là, je vais lui faire un empire, tu vois. Et on n'avait que 6 mois pour faire ça, pour faire x10. En fait, on l'a fait. Tu vois, on l'a fait parce que c'est un espèce de monstre terrible sur l'exécution. Ouais. Parce que moi, comme je l'avais déjà fait, j'avais déjà le chemin, en fait. Bien sûr. Tu vois. Et ça a été super vite. Genre, c'est parce que c'est un monstre d'exécution et parce que moi, j'avais déjà le chemin, j'avais déjà fait. Ça a été trop vite. Ça a validé mon modèle de putain, attends, je peux accompagner les gens à faire des chiffres là, comme ça. Là, je peux vraiment les consulter ou en faisant du coaching, en faisant du consulting. Et c'est ça qui a créé la nouvelle version du charbon, tu vois. Ok. Donc c'est du coaching, c'est du consulting. Tu veux l'emmener où, le charbon ? Oui, parce que c'était ça la question de base. Mais du coup, tranquille, y a rien. Ça me passionne, du coup, je digresse. Là, parce que je pose plein de questions parfois, donc en même temps. Des questions à l'intérieur des questions. Voilà, c'est bien, tant que toi tu sais où on va, parce que moi, du coup, je sais pas, mais tant que toi tu sais où on va, c'est le principal. Mais non, moi, le charbon, je vais en faire. En gros, mon ambition, c'est faire la référence de la formation ou du consulting, t'appelles ça comme tu veux, ou même de l'incubation sur les métiers de service. J'ai une conviction très profonde qui est qu'aujourd'hui, et notamment à l'ère de l'IA, les métiers traditionnels tels qu'on les connaît, c'est-à-dire les prestataires de services au sein des boîtes, ils sont voués à disparaître. Je pense qu'aujourd'hui, un département marketing, il y a des gens à l'intérieur du département marketing. Je pense que demain, un département marketing, ça sera une personne qui réfléchit et beaucoup de prestataires qui exécutent. Beaucoup d'IA qui exécutent. Mais des prestataires qui exécutent avec l'IA. Parce que je pense qu'il y aura toujours des humains à l'intérieur de ça. Maintenant, moi, je te jure, j'y crois de moins en moins. Ouais, mais je te parlerai d'une vidéo qu'il faut que tu regardes, ça va te faire changer d'avis. En gros, ça, c'est mon postulat. C'est-à-dire que je pense sur les 5-10 prochaines années, les gens vont arrêter de recruter des gens en CDI et les gens vont vouloir arrêter de travailler en CDI. Parce qu'aujourd'hui, l'accès à la compétence se démocratise de plus en plus. Et ça, c'est les chiffres qu'ils disent. On a de plus en plus de freelance qui rentrent sur le marché et de plus en plus de boîtes qui arrêtent d'internaliser et qui externalisent. Et donc moi, mon objectif avec le charbon, c'est de se placer en plein dans ce postulat-là et d'être la référence sur ce postulat-là. On forme les meilleurs prestataires de services de France et potentiellement d'Europe. Tu vois, moi j'ai cette vision-là européenne. Pas maintenant, mais le plus vite possible. Donc c'est de switcher en anglais après derrière. Ouais. Ok. Bon, revenons à notre sujet là, du marketing, là, ça m'intéresse vite fait. Sur l'IA ? Ouais, sur l'IA. Pourquoi je te dis que ça remplacera pas l'humain ? Ouais. Je te conseille 2 vidéos. La première, c'est une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Ego, qui est c'est un extraterrestre, ce mec. Alors, il est trop fort. La vidéo, elle s'appelle... tu l'as vu avec moi, Lucas, non ? Ouais, c'est le jeu des trombones. Le jeu des trombones. La vidéo s'appelle le jeu des trombones. Je vous invite à regarder cette vidéo, vraiment. Ok. Et enregistrez bien. Ouais. Moi aussi, j'ai noté le jeu genre, des trombones. vraiment, regardez, genre tu te poses dans ta chambre ou dans ton canapé, je sais pas, t'éteins les lumières, tu mets la télé et tu regardes ça, le jeu des trombones. Et tu regardes aussi une vidéo que j'ai vue récemment qui s'appelle Qui contrôle l'IA de guerre de Léo Duff. Ok. Et tu regardes ces 2 vidéos et tu comprends pourquoi l'être humain mettra toujours des systèmes de validation dans les IA, et donc ça sera impossible pour un être humain ou pour une IA d'évoluer sans un être humain, mais il y a un risque. Et du coup, les humains, dans leur paramétrage des IA, vont toujours mettre des points de validation. Parce qu'il y a un tel risque que l'humain ne peut pas se permettre de donner 100% d'autonomie à une IA. Donc il y a des boîtes aujourd'hui qui sont gérées que par des IA. Oui, mais il y a quand même un humain validateur qui a programmé l'IA. Et donc il a mis des périmètres. Et en fait, la clé est là. C'est-à-dire que pour que l'IA soit 100% autonome, il faut qu'il n'y ait aucun périmètre. Il faut qu'il n'y ait aucun validateur. Sinon, elle n'est pas vraiment autonome. Parce que quelqu'un qui a besoin d'être validé, de par nature, il n'est pas autonome. Sauf que l'être humain ne donnera jamais un modèle qui peut être en autonomie complète. Elle sera en autonomie de 99,9%. Mais il y aura quand même ce 0,1% qui sera une validation. Mais du coup, le gars en marketing... Oui, ça sera le 0,1%. Ouais, mais en fait, quand tu dis qu'il aura besoin de plein de prestataires, ouais. Moi, ce que je dis, c'est qu'il aura besoin de personne. Moi, je pense qu'il y aura toujours des gens pour payer justement ce 0,1%. Mais 0,1%, c'est lui déjà le marketing. Bah oui, je sais. Mais les autres, il n'a plus besoin. Après, lui, il peut tout faire tout seul. Oui, mais en fait, moi, je le vois aujourd'hui. Mais celui, il a une valeur. Et ce 0,1%, c'est le truc qui a le plus de valeur. Donc c'est le truc qui a le plus d'argent possible. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, je suis d'accord avec toi sur cette partie-là. Néanmoins, tu as vu,
Aujourd'hui, j'ai plusieurs écoles, tu vois. Je commence à entreprendre dans plusieurs pays. Oui. Et mon temps, il est pas infini, tu vois. C'est-à-dire que je bosse comme un acharné, je me réveille et je travaille jusqu'à que je dors. Et je dors 3-4 heures et ça redémarre. Et je fais ça par plaisir, tu vois, c'est un kiff. Mais je suis pas expert en marketing, je suis pas expert en plein de choses. Par contre, malgré toutes les réunions, tous les échanges, tous les meetings que j'ai, j'arrive à faire plein de trucs tout seul sans avoir besoin de personne. Donc je me dis demain, un seul mec qui focus que sur le market, il a besoin de personne d'autre. Si moi, à mon niveau aujourd'hui, j'arrive à aller hyper loin sur du market, sur de la com, sur des campagnes, en fait, je te fais tout le tunnel de bout en bout, je te le délivre de bout en bout, alors que je fais pas ça de mes journées, tu vois, c'est pas le truc sur lequel je passe le plus de temps dans mes journées. Tu vois, je fais plein d'autres choses dans mes journées. Bah, un mec, en fait, c'est bon. Et là, c'est un stade où j'ai pas d'expérience en marketing, j'ai pas les compétences, je rentre à peine dans l'IA. L'IA, elle est encore à ses débuts. Je me dis, demain, là, va falloir être vif, hein. Sinon, c'est chaud. Ouais, mais ouais. C'est chaud pour beaucoup de gens. De toute façon, mais tu vois, on en parlait la dernière fois, est-ce que l'IA va tuer les métiers de service ? Et en fait, c'est justement nous, comment on se positionne par rapport à ça, c'est de former nos boîtes pour qu'elles soient IA-proof, entre guillemets, tu vois. Qu'en fait, elles ne puissent pas être remplacées par l'IA, qu'elles soient vues comme des accélérateurs du potentiel de l'IA. Parce qu'il y a un truc que tu sous-estimes, c'est que tu dis, ouais, je suis capable de tout faire, etc. En fait, tu es capable de tout faire à un certain niveau. Et peut-être qu'un jour, l'IA va être plus forte, et donc en fait, toi, en tant que personne, tu es plafonné à ta propre compétence, parce que l'IA va rien faire toute seule. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'elle fait tout seul, mais n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, l'IA fait ça parce que toi, tu lui as donné cette intention de le faire. Et elle est périmétrée à l'intention que toi, tu lui as donnée. Donc si toi, ton cerveau, il comprend pas un truc, l'IA va pas le comprendre. Tu vois ce que je veux dire ? Elle va exécuter dans le périmètre de l'action que tu lui as donnée. Bien sûr, mais si tu lui donnes tout le périmètre. Écoute, moi, tu me développes la boîte, tu me l'exécutes, tu me suis les campagnes, tu les trucs. Elle va faire n'importe quoi. Pourquoi faire n'importe quoi ? Parce qu'elle n'a pas le cerveau que toi, t'as. C'est impossible. Et regarde le jeu des trombones. C'est exactement ça. En fait, une IA, c'est un modèle qui répond à une intention dans un certain périmètre. Si tu lui dis, en fait, le jeu des trombones, je ne vais pas forcément vous spoiler, mais en gros, ça explique ça. Ça explique que l'IA, quand tu lui donnes une idée, tu lui donnes une direction, elle va faire tout ce qui est en son possible pour atteindre cette direction. Même si la direction est mal donnée. Et il est là le jeu. C'est que toi, l'être humain, sera irremplaçable parce que c'est toi qui donneras la bonne direction, la bonne intention. Jamais l'IA la donnera. C'est là où tu te trompes. Bah, en tout cas, Ego, il dit que je me trompe pas. Je vais te dire pourquoi tu te trompes. Vas-y. Parce que nous-mêmes, en tant qu'être humain, on a des failles et on prend pas toujours les bonnes décisions. Oui. Voilà. Et donc, c'est pas parce que toi, tu prends la décision qu'elle sera meilleure que la décision que l'IA aura prise. Et bah si, elle le sera toujours. Non, parce que l'IA, elle agrège et elle rassemble des données que toi, t'as pas. Des données du monde entier. Ouais. Et je pense que nous, on est juste des cons de l'IA. En fait, il y a des gens, des vrais ingénieurs, tu vois, des vrais scientifiques de l'IA. Eux, là, ils comprennent l'IA. Nous, on la comprend pas. Nous, on arrive, on a un outil, on fait des prompts, on croit qu'on est des gens hyper chauds. En fait, on n'y comprend absolument rien, finalement, à l'IA, tu vois, aujourd'hui. Mais c'est pas parce que c'est toi qui prends la décision que forcément, tu as pris une bonne décision, tu vois. Mais elle sera toujours meilleure que celle que l'IA prendra. Pourquoi ? Parce que ça part de l'intention, de ce que toi tu sais que l'IA ne pourra jamais savoir, notamment sur la sécurité, sur ce que tu veux pas, etc. En fait, l'IA peut pas. Mais il faut vraiment que tu regardes les vidéos parce qu'on est pile là-dedans. Okay. Genre, l'IA peut pas prendre une décision philosophique, par exemple. Mais si tu réfléchis, l'humain en lui-même est philosophique et donc tu es drivé par ta philosophie et c'est ta philosophie qui va t'empêcher de faire des choses et qui va t'amener à en faire d'autres. Et l'IA ne comprend pas ça, elle perçoit pas ça. En fait, elle perçoit pas ça peut-être aujourd'hui. Exemple, hier, j'étais au téléphone avec un pote à moi. Le gars, il bosse dans une boîte incroyable, tu vois. C'est le type de boîte, tu vois, Black Mirror. Ouais. Et ben, c'est les boîtes qui connectent, tu sais, des trucs là ouais. au cerveau. Et en fait, ils arrivent à détecter les émotions dans le cerveau. Ouais. Par exemple, demain, des marques de luxe, de parfumerie. Ouais, qu'est-ce qui se passe quand ils rentrent dans le magasin et tout, ouais. Comment le parfum est perçu chez le consommateur. Ouais. Tu vois, les émotions qu'il a. C'est-à-dire, à part avoir un commentaire, un retour écrit, tu peux pas réellement savoir ce que la personne a ressenti. Ouais. Et aujourd'hui, il y a des capteurs, tu vois, qui connectent au cerveau et qui arrivent à te donner exactement comment chaque être humain a perçu
aujourd'hui l'odeur Ouais. de ce parfum. Et ça, tu peux le dupliquer dans absolument énormément de domaines. Ce qui leur manque aujourd'hui, c'est la data. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas suffisamment de données. Ils ont pas mal de données. Là, ils vont faire une grosse levée de fonds. Je ne vais pas les citer parce que c'est très confidentiel. Mais frérot, on y va. Tu vois, et elle rentre dans notre cerveau de plus en plus et elle va nous connaître encore mieux que nous. C'est ça qu'il faut se dire. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu dis, OK, moi, je suis un humain et tout, mais l'IA va te connaître mieux que toi. Aujourd'hui, excuse-moi, mais moi, je vais être un peu dur. Hein. Moi, quand je vais chez les médecins, j'ai l'impression de perdre mon temps, tu vois. J'ai l'impression que je suis juste chez un mec parce que, vas-y, je dois tamponner. Il y a peut-être certains cas bien précis où le médecin, je le trouve utile, mais dans la majorité des cas, t'exprimes un peu ton malaise, tes symptômes, une IA te dit globalement ce que t'as, tu vois, le mec il va dire va prendre un Doliprane. Ah merci, c'est bon, tu vois, j'ai besoin d'une ordonnance. Non mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Les avocats, je vais pas critiquer les avocats, il y en a qui font très bien leur travail, mais t'as beaucoup d'avocats, excuse-moi, aujourd'hui c'est moi je les challenge avec l'IA. Ouais. Tu vois, en fait, tous les métiers sont devenus challengeants. Les seuls pour l'instant qui résistent à ça sont ceux qui ont des métiers artisanaux. Plombier, les sculpteurs. Oui, tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque Mais chose. demain, il y aura un robot qui va changer tes. Il y a un robot qui change. Et je t'ai dit, elle est en train de rentrer dans notre cerveau. Et le mec, mon pote à moi, quand il m'expliquait un peu tout ça, c'était une dinguerie. C'est-à-dire, je te connecte, il y a une odeur qui sort et je sais comment tu l'as perçue. Et je la décris encore mieux que toi. Tu sais, tu pourrais l'exprimer oralement. Donc, t'inquiète pas qu'elle arrive en force, frérot, et qu'il y a des choses dont on n'a même pas encore connaissance. Parce que nous, on est en grand public. T'as capté? C'est ce que Genre, je nous, te on dis. parle l'IA en grand public. Mais en fait, les gens, ça fait 40, 50, 60 ans qu'ils sont déjà en fait, dans l'IA. Tu vois, tu regardes certains profils, ils ont eu des PhD dans les plus grandes écoles il y a 20, 30 ans dans l'intelligence artificielle. Nous, on vient de découvrir ça il y a quelques années. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore arrivées chez nous, Ouais, mais. qui vont arriver, oui, et mais je peux dire ça va justement. faire du sale. Hein. Mais en fait, moi, tout mon point, il base sur. T'as totalement raison. Mais moi, mon point, il base sur un truc qui est irréfutable. Et c'est justement pour ça que je te dis, regarde les vidéos. Parce qu'en fait, moi, pourquoi je suis si sûr de ça, c'est parce que j'ai vu ces vidéos que ça m'a matrixé. Et après, je me suis renseigné. Je te donne l'exemple de la vidéo de l'IA de guerre. Ouais. Il y a tu vois, par exemple, l'IA de guerre, ils sont en 1000 fois en avance par rapport à toutes les IA que nous, on utilise. T'imagines, ils envoient des missiles, genre. Et en fait, il expliquait qu'ils ont une problématique en ce moment dans les gouvernements et dans le ministère de la Défense, c'est que l'IA prend de plus en plus le pas sur tout. Sauf qu'aujourd'hui, on en arrive à un point où ils sont obligés de réfléchir à des protocoles de sécurité et donc de philosophie vis-à-vis de l'IA. Parce que regarde, et c'est ça qu'il exposait en fait. Là, il y a la guerre Iran-Israël, d'accord ? Ils utilisent tous les deux l'IA. L'IA, si tu la laisses faire, que tu lui donnes une intention, un périmètre, une émotion, tout ce que tu veux, d'accord ? Tout ce que toi tu me dis là, même il connaît tout par cœur, etc. Si l'IA est 100% en autonomie, elle va faire un seul truc, tout optimiser pour que l'intention de base soit réalisée. Et elle ne comprend pas la philosophie ni l'éthique. Et donc, il donnait un exemple très simple. Demain, Israël veut taper un bâtiment. Parce qu'il y a, je sais pas moi, il y a Tel dirigeant. il y a un des dirigeants, malheureusement, qui est une cible pour eux. Si tu donnes 100% d'autonomie à l'IA va prendre l'intention, mais ne va pas prendre la philosophie derrière. Et ça, c'est ce qu'il se disait. Et donc, il y a OpenAI, Anthropic, et tout le monde est affolé là-dessus. C'est ce qu'il parle dans la vidéo. Parce qu'en fait, si tu pars du principe que l'IA va tout faire, et que tu lui laisses tout faire, ça se trouve, elle va taper le bâtiment, alors qu'il y a des milliers de gens à l'intérieur, parce qu'elle va dire, et elle va estimer, malgré les datas, que ça vaut mieux de sacrifier 1000 personnes ici, plutôt que de sacrifier 2000 personnes si l'Iran réplique et tape... Tu captes ou pas? Et en fait, elle va se coincer elle-même dans ses données. Et donc, il y a des actes purement philosophiques qu'elle ne comprendra jamais. Parce que la philosophie, c'est quoi? C'est l'héritage de 5000 ans de réflexion du cerveau et de développement du cerveau. Toutes les datas, tu peux les avoir, ça sera jamais... C'est pas pareil. Enfin, il y a des choses sociétales, enfin, culturelles. C'est trop compliqué. Imagine, elle tape le bâtiment, genre. Tu vois? Parce que tu as pris du principe que l'IA va tout faire. Ah non, ils laisseront jamais l'IA tout faire. Parce que ça peut arriver sur des sujets comme ça. Après, sur ça, ok. Oui, mais du coup, sur ça... mais je suis même pas sûr parce que ça va évoluer. En fait, là, c'est à ce stade-là. Ouais, comme tu as dit, c'est une problématique. Qui dit problème, dit potentiellement y trouver des solutions. Ouais, mais les deux solutions, c'est soit tu laisses un être humain, soit tu laisses l'IA. Mais quoi qu'il arrive, il n'y a pas d'autre solution. En fait, c'est le même débat que les voitures autonomes.
pourquoi aujourd'hui les voitures autonomes ne circulent pas. C'est pas parce qu'elles peuvent pas circuler. Oui, c'est parce les qu'ils voitures, ont elles peur sont qu'il y ait extrêmement plus de quelqu'un. autonomes. C'est qu'il y ait plus de quelqu'un. C'est une question d'éthique et de réglementation. Ouais. Tu vois, les voitures. Mais par contre, une voiture autonome aujourd'hui, On a moins de chances de elle a tuer beaucoup moins de dégâts, d'accidents qu'un être humain. Elle se fatigue pas, elle a des capteurs dans tous les sens. C'est juste une question de réglementation et d'éthique. Mais elle est beaucoup plus sécurisante qu'un être humain. Sauf qu'aujourd'hui, les personnes ne sont pas encore prêtes à donner leur vie à une voiture autonome. Mais moi, demain, il y a une voiture autonome qui sort. Normal. Tiens, vas-y. Conduis-moi, tu vois. Fais-toi plaisir. Emmène-moi, vas-y, je te donne mon cerveau. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est des questions d'éthique à chaque fois. Là, c'est une question d'éthique. Et philosophiques, ouais, mais c'est très compliqué. Mais ça va évoluer. Oui, mais peut-être qu'ils donneront... Justement, c'est ça, en fait. Et peut-être qu'ils donneront jamais l'autorisation que ça évolue. Parce qu'imagine ce qui peut se passer. De toute façon, s'ils ne la donnent pas, les Chinois, t'inquiète pas. Oui, eux, ils vont là-bas. le faire. Ouais. Non, mais c'est vrai. Les Chinois, ils vont très vite. Hein. C'est vrai qu'eux, je pense qu'ils auront moins de problèmes. Donc, ouais. Voilà, ça envoie du lourd. Eux, si les missiles ils tapent quelque part, je pense qu'ils en ont un peu moins. Ouais, mais ouais, c'est des sujets passionnants, mais bon, je sais pas. Et puis après, qui on est pour savoir ce qui va se passer. Enfin, c'est ça, c'est toujours pareil, quoi. Ouais. De Et toute façon, il y a toujours un idéal. Ouais. Mais en tout cas, regarde, là, on est parti sur des trucs hyper pointus. Mais Ouais. je pense pour faire du marketing, t'es pas à ce point-là. Non, je sais pas, tu vois ce que je veux dire, mais ou oui, mais pas c'était le sujet de base, tu vois. c'est vrai que la voiture, Le mec, le la voiture marketing, autonome. le mec, c'est le marketing. Ramène-moi, allez, je veux tant de litres Ouais. de la manière la plus optimisée possible. Ouais, mais ça Franchement, remplace l'humain. ça me fait ça. Ça remplace l'humain. Et donc, c'est remplace important. les mains de ouf, ouais. C'est important. Et oui, mais de toute façon, c'est clair que tous les mois, moi, je me dis, putain, comment on va faire ou qu'est-ce qu'on va devoir adapter ou... Tu vois, ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. Je trouve ça passionnant. J'ai Ça l'impression fait que un je peu joue à un flipper. jeu vidéo. Je Ouais. te jure, hein. Quand Ouais. je suis sur mon PC, ça fait très longtemps que j'allumais plus mon PC. Ouais. Ça fait depuis le début. Tu sais, j'ai même jamais été dans l'opérationnel. Ouais. Tu sais, dans mon école, il y a des trucs, là, 90% des trucs, j'ai jamais fait. Ça me donnait envie de vomir. Tu sais, des fois, je regarde des trucs. Genre, franchement, ton taf, il me donne envie de vomir. Tu sais, je parle à mes collaborateurs et tout. Je dis, franchement, il me donne envie de vomir ton taf. Franchement, bravo de kiffer faire ça. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Il y a plein de choses. Moi, je suis pas comme ça. Ouais. Tu vois, moi, j'aime bien réfléchir, construire. Tu vois, tu m'envoies une tâche. Là, tu me dis, Youssef, il y a un truc à faire. Ok. À qui je peux le donner? Ou comment je peux automatiser? Ouais. Je vais pas le faire. J'ai pas envie de le faire. Et je vais me casser la gueule 10 fois Ouais. jusqu'à réussir à l'automatiser ou à le déléguer. Ouais. Mais j'ai pas envie de le faire. Je me dis, ce truc-là, il faut que je trouve une solution qui n'est pas moi. Ouais. Parce que sinon, c'est mon temps, en Sinon, fait, c'est ton temps. qui va toujours être pris dedans, tu vois. Donc, je sais pas pourquoi je disais ça déjà de base et tout. Non, mais que ça va remplacer au niveau marketing, etc. Ça va remplacer du monde, tu vois. Et par exemple, je prends toutes mes équipes. Toi, tu vas virer tes équipes, du coup? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je leur donne tous l'IA, justement. Mais Je voilà, leur donne mais- tous mes outils. Oui, tu mais vois. du coup, tu vois, moi, mon point, il est là. C'est que tu utiliseras l'IA pour avoir moins de monde, certes, mais il y aura toujours... Oui, un mais autre- aujourd'hui, je suis parti d'un constat ou d'un postulat, ou je sais pas comment on peut appeler ça. C'est qu'avant, j'avais une quarantaine de personnes. Oui, tu là- vas en réduire moins. Non, Oui. pour moi, j'ai besoin d'une personne par service. Peu importe la charge de travail. Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais C'est-à-dire, ça- avant, par service, il y avait besoin de... Hop, l'admin, c'était répétitif, la finance, les reportings, les retours, etc. C'est long. En fait, aujourd'hui, j'ai besoin d'une personne qui sait maîtriser l'IA et elle peut driver son service. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Des fois, hop, je vais demander un truc à l'équipe finance, ils vont mettre 3 semaines pour me le sortir. Je dis, attends. Pourquoi ils mettent 3 semaines? C'est pas possible. Ouais, alors que là, Hop, tu mets dans Je Claude, prends les etc. trucs, je l'organise, j'ai un reporting en 5 minutes. Je dis merde, Ouais, c'est pas par bon contre, là. Ça, c'est chaud. Non, mais c'est pas bon. Ouais, tu sur vois. les tafs Et de après, on va me compta dire, et tout. ouais, les données confidentielles. Je m'en bats les steaks. Et Là, sur la créativité, toi, t'en penses quoi? La créativité. Genre, par exemple, est-ce qu'il va être capable de t'écrire un truc de très storytelling ou très personnel, etc. Franchement, Le truc où sur lesquels... Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des limites, mais moi, tu vois, je me pose vraiment la question, j'ai pas la réponse sur... Tu vois, par exemple, sur LinkedIn, il écrit mieux que moi maintenant. Ça y est. au début, LinkedIn, je l'ai critiqué. Maintenant, je commence à les trouver bons. T'as vu? Ouais, je commence à les trouver Mais bons. du coup, je me dis, est-ce que demain, il va faire un film? Est-ce qu'il va procurer des émotions? Il va écrire un livre? Mais ça existe. Ouais, ça existe. Ça mais existe. c'est encore moins Aujourd'hui, bon, je sais pas si t'as vu, il y a une boîte qui a été rachetée, je sais pas combien de centaines de millions, voire de milliards, spécialisée dans la production de films en intelligence C'est un artificielle. truc de ouf, Tu vois. ouais. Et aujourd'hui, en fait, bah regarde, Kaby Lamé, ou je sais pas comment on Ouais. appelle, le mec, il a revendu son image en IA à, Ouais. je sais pas, 1 milliard pour être utile. Ouais. C'est bon. En fait, on est dedans. Ouais. Tu vois, les acteurs, ils sont repris. Ils ont même plus besoin de tourner dans le film. On reprend leur image de synthèse et hop, on les fait tourner. C'est ouf. hein. Non, c'est une folie. Et je te dis, c'est un jeu. Ça fait flipper. en vrai. Je kiffe. Tu sais, je suis là, j'ai l'impression que je suis en train de jouer à FIFA en fait quand je suis dans l'IA. C'est Ouais. une dinguerie. Bah, bientôt, on va pouvoir C'est jouer la à première FIFA. fois que je kiffe être dans l'opérationnel.
tu vois. Bientôt, je pense qu'on va pouvoir faire des FIFA en hologramme ou je sais pas, genre en mode tu mets un casque et là, t'es sur le terrain et tu te retrouves avec tes potos et t'as les compétences de Messi, je sais pas. Non, c'est une folie. Et du coup, pour en revenir à mes équipes, tu vois, au début, je prenais l'IA, je mettais en place les choses et après, je leur donnais. Voilà comment vous bossez. Tu leur dis de démerder. Maintenant, je dis formez-vous, tu vois, et je leur montre comment ça fonctionne. Raison. Et apprenez aussi. Faites des erreurs, c'est pas grave, consommez un peu, mais utilisez, parce qu'en fait, si vous l'utilisez pas, vous allez pas durer. C'est triste, mais ouais. Que ça soit chez moi, déjà, c'est vrai. comme à l'extérieur, tu vois. Et c'est même pas un truc de ouf. Moi, ce que je leur dis, tu utilises l'IA, Claude, je sais pas quoi. Ouais, truc de ouf. C'est normal, c'est un basique. Ouais. Déjà, nous, on est en retard. Tu vois ce que je veux dire ? La vérité, c'est qu'on est en retard. Mais arrêtez de croire que vous faites des trucs de ouf à utiliser Claude, je sais pas quoi. C'est du basique. En fait, c'est lambda. C'est le truc le plus. Ouais. En fait, si tu l'utilises pas, t'es pas bon. Ouais, c'est vrai. Tu vois ? Et j'ai remarqué un truc, c'est que le marché, il se corrige aussi. Tu vois ? Avec ces outils-là, ces nouvelles technologies. Tu vois, tu le sens. En fait, tu le vois pas directement, mais tu sens que le marché, il se corrige. Tu vois, dans la compétition au niveau marketing, niveau communication, dans l'attraction, dans la gestion. En fait, les choses, elles se corrigent quand même avec le temps. Ouais, je pense que les gens qui sont pas compétents de base vont être complètement largués avec l'IA. Ça, c'est ce que je dis aussi. C'est un peu ma théorie. C'est l'arrivée de l'IA va permettre d'identifier les bons et les mauvais. Parce que les mauvais, ils vont être largués. Les bons, ils vont prendre la vague de l'IA. Ouais. Ah, c'est cool. Notamment dans la prestation de service. Ok. Et du coup, toi, tu accompagnes tes agences sur ça ? Ouais, nous, on a un mec qui s'appelle Morgan en interne qui, alors lui, il fait que ça, tu vois. Quand tu disais je bouffe de l'IA, bah lui, il a écrit un livre carrément sur les agents IA et tout. Donc ouais, on a Morgan qui les accompagne là-dessus. Puis nous, franchement, nous, on se la tue un peu, hein, on va pas se mentir. On se la tue un peu. Après, c'est comme toi, très humblement, je pense qu'il nous manque beaucoup de compétences et de testing et de trucs par rapport à d'autres, tu vois. Mais on tabasse bien le truc et on est les premiers à l'utiliser, à trouver. En fait, ce qui est cool, c'est qu'on trouve des usages tous les jours. Tu vois, là, j'ai mis, par exemple, tu parlais de la compta. Moi, j'ai mis mon assistante, Laurence, elle comprenait rien à l'IA, elle y connaît rien à l'IA. Je lui ai dit, écoute, vas-y, check un peu Claude, je sais pas quoi. Là, elle nous a fait des automatisations dans tous les sens. Elle fait là, ce mois-ci, elle doit me faire pour la première fois le reporting du mois avec le PNL du mois de tout ce qu'on a rentré, machin, là, tout automatisé avec les relevés de compte, les trucs et tout. Tu vois, et c'est trop bien. Ça hier soir, c'est ça, je rigole. Tu vois, mais c'est trop bien parce que c'est l'assistante qui d'habitude fait ça à la main. Elle, ça la fait chier, elle fait ça tout le temps. Là, elle le fait en 15 minutes. Donc ouais, c'est lunaire, tu vois. Donc bien sûr, on le fait, on pousse nos agences à le faire, c'est clair. Sinon, elles vont mourir de toute façon. Ouais. Non, on est OK. En tout cas, on verra bien ce qu'elle nous réserve à l'avenir. Et c'est que le début. Tu sais que moi, je kifferais avoir un chien robot avec moi là, qui me suit partout. Je te jure, dès que j'ai les moyens, là, je m'achète un chien robot. Juste, il faut qu'il soit... En fait, c'est mort. En fait, il faut l'avoir avant. T'as vu, il faut le comprendre et tout. Sinon, c'est mort. De toute façon, il va arriver, il va se balader dans les rues, tu vas le croiser. Ouais. Vaut mieux faire partie des premiers à avoir ce chien robot chez soi. De toute façon, il va te cartographier ta baraque, il va savoir tout ce qui se passe à la maison. Ça va être un chat GPT. C'est pas grave. T'as vu, il faut rentrer dedans. En fait, moi, je pars du principe que vaut mieux utiliser la techno et être dedans que la subir et t'as peur. Ça sert à rien. Déjà, dans ton téléphone, t'as tout, c'est mort. Bien sûr, on est déjà dedans depuis très longtemps. C'est fini, c'est clair. On va aborder un autre sujet là. Là, ça fait un peu plus d'1 heure. T'as un peu de temps encore ? Ouais, moi j'ai pas grand chose à faire. Vas-y, nickel. Dans certaines de tes publications, tu parles de ta copine. Je sais pas si t'es toujours avec elle ou pas. Bah ouais, mec, en plus, je viens de la demander en mariage. Ah, bravo, félicitations. Ouais. Elle a accepté au moins ? Ouais, elle était obligée. Elle était obligée d'accepter, elle n'a pas eu le choix. Ah, bah tu vois, oui, ça tombe bien, ça fait quelques semaines que je l'ai demandé en mariage. Magnifique, félicitations. Ouais. C'est pour quand ? On sait pas trop encore, on est en train de regarder pour la date. T'as fait un petit truc romantique, tout ça, beau gosse je l'ai amené, tu t'es mis à genoux ? Je l'ai amené aux Maldives pour la demander en mariage, je me suis mis à genoux, ouais. Bravo. J'ai une petite vidéo, je te montrerai ça tout à l'heure si tu veux. Ah, c'est cool, félicitations. T'as vu, je trouve que c'est un sujet qui est important. C'est sous-côté dans l'entrepreneuriat, le côté famille et les personnes qui sont derrière et qui nous facilitent la vie, tu vois, qui nous poussent, qui nous laissent la conscience tranquille, je sais pas si on peut dire ça comme ça, tu vois. Ouais. Ils savent ce qu'on vit, ils connaissent notre quotidien et malgré toutes les difficultés qu'on a, ils sont toujours en mode tranquille, je te comprends, vas-y, fonce, je suis avec toi. Et ça, je trouve que c'est sous-côté. Tu vois, on va souvent parler de comment tu prospectes, comment tu mets ton marketing, comment tu fais ta com, comment tu gères ta boîte, ta finance. En fait, on va parler de plein de choses dans l'entrepreneuriat. Mais pour moi, un des aspects le plus fort, c'est celui-ci. Tu vois, c'est celui qu'il y a derrière et qu'on ne voit pas forcément dans une boîte. Et du coup, dans certaines des publications, moi, je suis comme ça.
tu vois. Je suis beaucoup aidé derrière, mais énorme. Et je comprends parfaitement ce que tu dis. Et je voulais qu'on en parle un peu. Ouais. Bah moi c'est assez simple. Je pense que si j'avais pas Inès, je serais beaucoup moins bon dans ce que je fais. Et je serais surtout beaucoup moins serein dans ce que je fais. Et je pense que c'est ça le truc le plus important. Au-delà de performer, gagner plus d'argent, etc., il y a l'aspect sérénité que ça t'apporte d'avoir un soutien. Là, je te parle d'Inès, mais je pourrais parler après, par exemple, de mes parents qui, pareil, extraordinaire, tu vois. Mais le couple, ça t'apporte une sérénité dans l'entrepreneuriat qui est colossale. Parce qu'en fait, c'est comme si... Quand tu es en couple, même si tu entreprends tout seul, t'entreprends pas vraiment tout seul. C'est comme une associée qui n'existe pas, tu vois. Et après, bon, là, tous les féministes, je les vois venir. Ah, tu devrais lui donner des parts, alors, si c'était le cas. Je crois qu'elle a automatiquement des parts quand tu seras marié avec elle, je te le dis. Voilà, ça, c'est un truc que tu sais pas, mais... Et puis, t'es marié avec, quoi. Enfin, d'accord, je vais pas lui donner des parts. Oui, d'accord, mais je suis marié, en fait. Ah, mais elle est associée avec toi. Voilà, ça dépend le contrat de mariage que tu fais, mais je peux te le dire. Mais voilà, tu vois, c'est ça, en fait. tu te maries avec. Donc, en fait, ils me font rire, les féministes, là. Ouais, il faut que tu lui donnes des parts. D'accord, attends, déjà, je suis en train de construire notre vie. On va se marier. Si je me marie avec, il y a, comme tu le dis, des contrats. On va avoir des biens. Il y aura un partage des biens. Détends-toi, j'ai pas besoin de lui faire un cabis, là, tu vois. Et ça, c'est pour ça, tu vois, au-delà de cet aspect-là, que tout le monde voit en premier, parce que par exemple sur LinkedIn, c'est pour ça que je te dis, ça vient de LinkedIn. Tu as des commentaires comme ça, bien sûr, genre pourquoi tu lui donnes pas des parts alors si elle est si importante? Bah oui. Genre tout le monde est là, si elle est si importante que ça, et si elle te fait gagner autant d'argent, pourquoi tu lui donnes pas des parts? Bah je sais pas, parce que je vais me marier avec et que je vais finir ma vie avec. Enfin, j'ai pas besoin de lui donner des parts. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est ensemble en fait. Voilà. En fait, c'est d'office. Exactement, mais c'est juste qu'ils comprennent pas. Enfin bref, ça c'est un autre. Bref, alors là, par contre, je pourrais pas le dire en podcast tout ce que je pense par rapport à ça, mais. Si tu peux. Non. Non. Pour toi c'est bien, mais pour moi après c'est pas bien. Mais non, du coup pour en revenir à ça, pour moi le couple c'est un accélérateur. C'est au-delà de ça, au-delà d'un accélérateur, c'est un truc qui, pour moi, est aujourd'hui, je dois beaucoup de ce qui m'arrive à ça, à cette situation. Tu vois, tu rentres le soir, t'as une journée de merde. C'est simple, mais tu vois ton associé de la vie entre guillemets qui est là et tu dis ok. En fait, il n'y a pas que le taf. J'ai une vie et ma vie est bien mieux que le taf. Tu vois, enfin, ça va pas. C'est la première à te soutenir, que ce soit financièrement, que ce soit aussi dans ta tête. Moi, elle me donne des idées des fois. Tu sais, c'est aussi ça, on le sous-estime. Mais en fait, quand tu as des gens qui te regardent d'un point de vue extérieur, qui comprennent rien à ce que tu fais, dans la technicité, mais qui ont un seul but, c'est que ça marche mieux que ça marche actuellement, mais c'est eux qui ont les meilleurs conseils à chaque fois. Parce qu'en fait, ils comprennent rien, donc ils vont avoir une réflexion basique que toi tu n'as pas le temps d'avoir parce que tu as tout le temps la tête sous l'eau. Bah tu vois, tu es sur Claude en train de cloder de cloder comme un ouf et tu vois pas les choses. Et tu vois, moi des fois je rentre et elle me dit mais attends, mais t'as ce problème, mais pourquoi tu fais pas ça? Putain, ah ouais, en fait elle a raison depuis le début, tu vois. Même sur des recrutements, genre des fois je recrute des gens, elle me dit ah ouais je l'aime pas, et je lui dis mais vas-y t'es une abuseuse, pourquoi tu dis ça, etc. Je l'aime pas, je te dis que je l'aime pas, et 3 mois après je le vire. Ok, je vais dire c'est parce que c'est une fille ou non en plus, enfin nous on a quasiment pas de femmes chez nous, mais c'est triste ça d'ailleurs, mais tu vois, genre elle a une lucidité parce qu'elle voit les choses de l'extérieur qui est et en plus elle a une IA, une attention qui est pure, tu vois. Oui, parce que très souvent les personnes qui t'aiment, quand ils te donnent un conseil, tu sais que c'est pour ton bien. Parce qu'il y en a, ils peuvent te donner un conseil à 80%. Bah dans le business, par exemple, tous les mecs que tu rencontres dans le business, ils vont te donner un conseil, mais ce sera jamais aussi pur. Tu vois, par exemple, moi, tu me demandes un conseil, je vais te donner un conseil, je vais essayer de te donner le meilleur conseil possible, mais à aucun moment il sera aussi pur que quelqu'un de ta famille. Enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir. Même si, tu vois, tu peux donner toute l'intention que tu veux, c'est pas pareil. Genre, la connexion n'est pas pareille. Okay. Et donc ça c'est important là-dessus. Et puis après, là, tu vois, je parle du couple, mais moi... il y a un autre aspect. Tes parents aussi. Ouais, mes parents, même ma petite sœur, tu vois, ma petite sœur un peu moins, mais ma petite sœur c'est un soutien colossal. Elle fait rien entre guillemets, c'est-à-dire elle est pas là en mode je vais travailler comme la tienne, etc. Tu vois, parce que moi c'est pas pareil, on n'est pas dans les mêmes carrières, etc. Mais enfin, elle te pousse, tu vois. Elle s'intéresse, elle te pousse. C'est con, mais elle repartage. Elle va liker. Personne l'a forcé pour faire ça, tu vois. Ouais. Donc c'est un soutien. Et moi, mes parents, c'est genre source d'inspiration déjà numéro 1 et c'est source de motivation numéro 1 et jamais ils m'ont dit fais pas ci, fais pas ça, etc. Toujours des conseils pour mon bien, toujours me pousser vers l'avant. Tu vois, moi j'ai la chance d'avoir des parents qui sont ils font toujours plus.
Genre, par exemple, tu vois, ma mère, elle se satisfait jamais de là où elle est. Mon père, c'est pareil. Mon père, il aurait pu arrêter de travailler depuis je sais pas combien de temps. Il a jamais arrêté de bosser. Il me dit, moi, je vais me lever le matin, je vais aller bosser, je vais ramener de l'argent. Pourquoi? J'en sais rien. Mais parce que si jamais un jour ça va pas pour vous, vous aurez de l'argent. Je vais payer la maison, je vais faire ci, je vais faire ça. Et il peut arrêter de bosser, tu vois. Genre, moi, je gagne ma vie, ma soeur, ça va, ils ont de l'argent. Jamais ils s'arrêtent de bosser. Ma mère, elle a. Ils font quoi dans la vie? Bah, mon père, il travaille, travaille chez Eurosport, donc dans l'audiovisuel, à la télé. Et ma mère est à la retraite, mais tu vois, j'allais y venir. Moi, ma mère, on en avait déjà parlé, mais elle a été Légion d'honneur pour Action sociale, parce qu'elle a géré les centres sociaux du Val d'Oise pendant 20 ans, 25 ans. Et là, aujourd'hui, elle est première adjointe au maire de chez moi, tu vois, d'Hermont, ville de 30 000 habitants. Ça s'arrête pas. Et tu vois, elle s'arrête pas. Et donc, les deux, c'est des inspirations, alors qu'ils auraient très bien pu s'arrêter les deux. Ils s'arrêtent pas, ils poussent. Et donc, en fait, rien qu'en les regardant, ça te met aussi une inspiration, tu vois. Et pareil pour Inès, elle a ses projets, elle a ses trucs. Elle est dans l'immobilier beaucoup. Enfin, beaucoup. Elle y est. Du coup, tu vois, en fait, c'est des gens, ils poussent. Donc, toi, tu pousses, eux, ils poussent. Tu vois, tout le monde s'entraide. Tout le monde pousse vers le mieux. Il se passe forcément des choses pas bien, mais enfin, la chance que j'ai d'avoir des gens comme ça autour de moi, c'est colossal. Et après, il y a aussi l'entourage, les potes. Ça se fait plus par choix, je trouve. Ouais. Parce que ta famille, tu la choisis pas, mais ta deuxième famille, tu la choisis. Par choix, je m'entoure de gens, mais tu vois, enfin, en vrai, Lucas et Steve, on est tout le temps ensemble. Ils ont faim, genre, tu vois, ils se lèvent le matin, genre, ouais, on s'habille, on va tout niquer, tu vois, c'est pas, je sais pas ce qu'on va faire et tout. Non, mais tu captes, parce que la 99% de la population, c'est ça. Là, on s'est levé ce matin, mec, moi, j'étais fatigué. Il n'y a plus de temps. J'étais fatigué. T'inquiète, là. Je se lève ce matin, j'étais fatigué. Je vois l'autre zinzin de Steve qui est déjà debout. Ouais, on va se prendre un café là, vas-y, allez, feu. Lucas était en train de préparer les caméras parce qu'on a fait un peu de contenu avant de venir. Enfin, c'est quand même différent, tu vois. Au lieu de te lever avec ton gars qui s'est mangé ouais, une biture la veille et qui se réveille avec la tête dans le cul, avec des bières partout sur la table. Tu vois, c'est quand même différent. C'est vrai, et donc, c'est une chance d'avoir un entourage comme ça. Parce que t'as des gens, malheureusement, ils sont extrêmement talentueux, bien plus que toi et moi, et ils ont des entourages de merde. Situation familiale compliquée, parents qui n'ont pas de bonnes intentions, femme ou mari qui leur veut du mal ou qui veut que leur argent. Mec, enfin moi, en vrai, sur cet aspect-là, je nage dans le bonheur et enfin, je suis trop content parce que je sais que ma réussite est due à ça en grande partie, tu vois. Ok. Et du coup, tu parles du bonheur. C'est quoi le bonheur pour toi? Moi, je pense que c'est de me lever le matin et avoir le sourire sans le forcer, quoi. Tu vois. C'est me dire, je sais pas ce qui va se passer aujourd'hui, mais ça va être cool, quoi. Ça, c'est le bonheur, pour l'instant. Après, peut-être que j'en aurai une autre définition demain, tu vois, mais ouais. Mec, moi, je suis en bonne santé. C'est me lever le matin, tout simplement, tu vois. Genre là, il y a un truc... Et ça, je l'ai réalisé il y a pas longtemps. Malheureusement, j'ai perdu mon cousin, 28 ans. Et c'était comme mon frère, tu vois. Et tu vois, tu te dis, attends, le mec, il est mort à 28 ans. Il a rien vécu et tout. Moi, j'ai la chance, je me lève le matin, mec. Je gagne ma vie, je suis en bonne santé, je peux aller au sport. Je suis avec mes potes dans le travail. Mes parents, ça va. Ils font des trucs qui les font kiffer. Ma femme, ça va. Ma petite sœur, ça va. Alhamdoulilah, quand même. Voilà, tu vois. Genre, en vrai, c'est ça le bonheur, tu vois. Je me lève le matin, je sais pas ce qui va se passer, mais je suis content. Et puis après, des choses mauvaises, des choses bien, mais... Enfin, ça va, quoi. T'as pas à te plaindre. Donc c'est ça pour moi, pour l'instant. Et pour toi, c'est quoi la recette Du bonheur. de la réussite, tu vois. Après, la réussite, c'est quand même vachement subjectif, donc je vais dire ma réussite. La recette... Attends, déjà, je vais te définir ma réussite. Moi, ma réussite, je pense, c'est déjà de rendre fiers les gens autour de moi, de subvenir à mes propres besoins, mais aussi à mes besoins de mes proches, donc ça, c'est vachement financier aussi, quand même, et d'être en bonne santé. Ça, on va dire que c'est ma réussite à moi. Donc, en vrai, il y a de l'argent, la santé, et le fait de quand même inspirer les autres et de rendre les gens fiers. Ma réussite pour moi, là, pour l'atteindre, la recette, c'est, franchement, je vais pas te mentir, c'est du taf. J'ai pas de secret, j'ai pas de recette, j'ai pas de truc, c'est juste en vrai, ce serait de rester humble, c'est-à-dire apprendre des autres, peu importe qui est la personne en face de toi, juste dis-toi qu'elle a quelque chose à t'apporter, même si c'est pas sur un sujet sur lequel tu l'attends, peut-être que cette personne a quelque chose à t'apporter, rester humble. Et après, c'est taffer. Tu vois, tu te lèves le matin, tu bosses et tu bosses plus que les autres. Tu veux réussir plus que les autres, bah, faut taffer plus que les autres. Donc, c'est sûrement la phrase la plus bateau que tu vas recevoir sur ton podcast, mais en vrai, c'est peut-être le truc le plus vrai aussi, tu vois. Et quand tu dis objectif financier, tu vises quoi? Moi ? Ouais.
Moi, j'ai un objectif financier à court terme là, sur les 2 prochaines années, qui voilà, ça devrait le faire, qui est d'avoir 3 millions en liquide. Donc c'est un peu con d'avoir 3 millions en liquide, tu vas me dire, mais j'ai une raison. C'est un objectif. Non, mais surtout j'ai une raison derrière tout ça, etc. Mais c'est pour me les donner. Peut-être, voilà. Si tu veux, si tu veux, je te les donnerai. Si le Maroc arrive à gagner une compétition majeure, sans appeler la CAF pour leur demander. Moi, je suis fier du trophée. Non, mais tu vois, c'est ces 3 millions là en tête, et après j'en ai pas d'autres pour l'instant. Ok. Et donc là aujourd'hui, vous en êtes à où là sur le charbon, niveau chiffre? Tu disais vous avez 200 agences, vous avez accompagné 200. On en a accompagné parce que tu sais, ils ont des périodes. C'est des promos. Voilà. Mais on a fait à peu près 1 million l'année dernière. Et là, cette année, on vise 2 millions. Je t'avoue qu'on est en retard pour l'instant. On en parlait la dernière fois. Mais on va le faire. Donc ça va faire 2 millions cette année, je pense. Ok, tu dis on va le faire. Qu'est-ce qui te dit que tu vas le faire? Moi. Ok. Et l'IA, Claude. Non, mais quand je dis moi, moi, j'en suis persuadé, déjà, parce qu'on a mis toutes les actions en notre pouvoir pour le faire. Et parce qu'en vrai, on a une équipe de tueurs, là, on est en train de se constituer une équipe de tueurs, et petit à petit, c'est en train de se reconsolider. Donc non, on va le faire, c'est certain, tu vois. Ok. Mais c'est quoi une équipe de tueurs? Je vais finir sur ça. Pour moi, ça va être mes dernières questions. Ouais, comment tu t'entoures? C'est quoi une équipe de tueurs? Comment tu recrutes les personnes autour de toi? Alors là, je pourrais faire un autre podcast sur ça, mais si j'essaye de répondre de manière succincte, je pense que pour avoir une équipe de tueurs, il faut juste comprendre un truc, c'est que quelqu'un qui bosse avec toi ne sera jamais un tueur s'il ne comprend pas que la boîte et que le projet de l'entreprise est plus grand que n'importe lesquels de ses projets perso. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, moi, je suis le propre employé du charbon, mais ce qui se passe dans le charbon me dépasse. C'est-à-dire qu'il se passe des trucs, des fois Steve me raconte des trucs, je dis mais putain, mais c'est lunaire en fait ce qui se passe. Si t'as pas des gens qui comprennent que tes ambitions perso ne pourront pas dépasser les ambitions de ta boîte et qui se mettent tous ensemble derrière les ambitions de la boîte qui est plus grande que les leurs, là t'as une équipe de tueurs déjà dans la mentalité. Et tu vois, moi un truc auquel je fais très attention dans mes recrutements, c'est je regarde l'ego et les ambitions personnelles des gens. À quel point est-ce qu'ils pensent que ta boîte est un véhicule pour leur propre réussite ? Versus à quel point ils pensent qu'eux-mêmes sont un véhicule pour la réussite de la boîte. Tu captes ce truc, et pour moi, c'est le truc qui change tout. C'est s'il n'est pas capable de se donner pour une mission qui est plus grande que lui, ça sert à rien, sachant que la boîte sera toujours plus grande que lui. Il n'est pas tout seul. Déjà, quand tu rentres dans une équipe, tu peux pas dire « moi, mes ambitions sont plus importantes que les ambitions des autres ». Pourtant, il y en a plein des gens comme ça. Et c'est la majorité d'ailleurs. Ils travaillent pour eux. Mmh. Et comment t'évalues ? En vrai, c'est le temps. Pour être très honnête, j'ai du mal à faire des recrutements du premier coup qui ont ce truc-là. Il y a des gens qui sont honnêtes, qui te le disent, genre moi c'est moi et je préfère moi, mais c'est des gens souvent qui vont finir par entreprendre. Et il y a des gens, tu les testes, donc tu as l'impression, tu les testes et puis tu t'en rends vite compte sur le long terme. Tu t'es foiré dans des recrutements ? Mais je fais que de me foirer. Mais tout le temps. Et chaque recrutement, je me foire quasiment. Moi aussi. Voilà. Mais celui qui te dit je me foire pas en recrutement, c'est impossible. Mais ça coûte de l'argent de se foirer en recrutement. Ouais, mais t'es obligé. On s'en rend pas compte. Hein. Ah, mais t'es obligé. Que ça kill de l'oseille. Mais ça kill du temps aussi, c'est terrible. Ouais, mais en fait, je vais être dur un peu comme ça. Hein. Je vais regarder la caméra là, quand je m'exprime. Il y a des choses que je pensais il y a quelques années sur LinkedIn, sur les recrutements. En fait, non. Il faut un process rigoureux et exigeant. Tu vois, moi, j'étais recrutement au feeling. Non, c'est vrai, moi, j'étais recrutement au feeling. T'arrives en face, je m'entends bien avec toi, tu me dis que t'as de la personnalité, t'es motivé et tout. Je te prends, je te donne ta chance. C'est fini. Je crois plus en ça. Moi, je suis assez d'accord. Je crois plus en ça. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi il y a des boîtes qui mettent en place des process en 2, 3, 4, 5 étapes. Ouais. Parce qu'un recrutement manqué, ça coûte cher. Et moi, j'ai fait beaucoup de recrutements manqués parce que j'ai fait confiance en des paroles, que j'ai voulu donner des chances et qu'à la fin, on me l'a très mal rendu. Ouais. Donc aujourd'hui, les boîtes là, qui avaient des process de recrutement exigeants, je vous comprends. Je vous clashais il y a quelques années, mais je vous comprends. Ça ne veut pas dire que la personne, tu la respectes pas. En fait, tu la respectes encore plus. Parce qu'une personne qui a mis des difficultés à rentrer dans ta boîte, très souvent, c'est des personnes qui restent plus longtemps aussi. Bah oui. Tu vois ? Et des personnes qui sont rentrées facilement, en fait, tu sais, la valeur, c'est une manière d'estimer la valeur. En fait, tu es un véhicule pour eux. Ouais. Et ça, c'est dangereux. Ouais. Sinon, entreprends. En vrai, moi, tu vois, je sais que moi, j'ai du mal à comprendre qu'il y ait des missions que je n'ai pas créées ou pour lesquelles je n'ai pas contribué qui sont plus grandes que moi.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par une autre boîte, quelqu'un il crée une boîte, etc. Je me dis putain, c'est stylé, mais dans quasiment 100% des cas, je vais pas me dire je suis prêt à me défoncer pour cette boîte. Là, le charbon, c'est nous qui l'avons créé. Il s'est passé des choses humaines à l'intérieur du charbon qui font qu'aujourd'hui, c'est plus grand que moi. Donc là, je kiffe, je suis trop content. Et je veux que chacun des membres de mon équipe pense la même chose que moi. Et du coup, si toi, tu as trop d'ego, va pas travailler chez quelqu'un. Fais ton truc et travaille pour ton truc. Mais tu vois, moi, les recrutements, il faut les reconnaître, les gens qui ont trop cet ego-là de trouver ton entreprise et de l'utiliser comme un véhicule pour leur propre succès. Ouais. Par contre, moi, ça me dérange, moi. Ouais. Si je peux me permettre de nuancer un peu, de mon côté en tout cas, je trouve qu'on n'est pas obligé de se lier pour 10 ans. Tu vois, non, mais et qu'il y a des personnes qui peuvent venir pour une courte durée, qui peuvent venir pour 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il y a des personnes, parfois, ils peuvent venir même 3 mois et t'apporter des skills, une vision beaucoup plus puissante que des personnes qui sont 5 ans chez toi en train d'exécuter. Donc, moi, ça me dérange un peu moins d'avoir quelqu'un qui utilise ma boîte comme véhicule, mais qui, par contre, m'apporte beaucoup. Moi, si la personne, elle doit m'utiliser comme véhicule, j'ai pas de souci. Par contre, derrière, je veux que tu m'apportes comme moi, je vais t'apporter. Et ça me dérange pas de faire un bout de chemin et pas forcément un long chemin ensemble. Mais par contre, d'ailleurs, les personnes qui ont le plus apporté en matière d'ingénierie, de technicité, d'expertise, c'est des personnes, de toute façon, qui étaient trop talentueuses pour rester dans une boîte. Mais par contre, ils m'ont appris des choses qui m'ont permis d'avancer, d'aller beaucoup plus vite. Tu vois. Et donc, ça me dérange un peu. Enfin, en tout cas, moi, ça me dérange un peu moins. Mais par contre, je préfère qu'on se le dise en entretien, dès le début. C'est-à-dire, dis-moi, aujourd'hui, moi, je suis à l'aise. On est là pour faire un bout de chemin ensemble. Il peut être plus ou moins long. Tu vois, c'est quoi tes objectifs ? Comment on va travailler ensemble ? Sur quoi on se projette ? Je suis hyper à l'aise que dans 1 an, tu veux lancer ton projet. Mais sur ces 1 an-là, qu'est-ce que tu vas m'apporter ? Par contre, si dans 1 an, tu as envie de lancer ton projet, je ne vais pas te donner de 6 mois pour te former. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives, tu es opérationnel dès le début. Si tu n'es pas opérationnel dès le début, moi, je vais perdre mon temps, je vais te former pendant 6 mois et pendant 6 mois, tu vas me servir, j'aurais perdu de l'argent. Tu vois. Par contre, si tu as un projet dans 1 an, ok, mais dès le début, tu m'apportes de la valeur. En fait, tu vois ce que je veux dire ? Dans les discussions, je suis à l'aise parce que le meilleur, parfois, il vient de ces personnes-là. Tu vois, c'est des personnes qui ont du talent, qui ont de Mais pendant la courte période où ils vont être là, ils vont quand même respecter le truc de mon ambition perso. Ouais, exactement. Et ça, pour moi, c'est le truc principal. On est OK Vraiment. Avec ça. On est OK avec ça. C'est parce que t'es obligé. Genre, même si t'es ultra talentueux et que c'est pas quoi, tu bosses dans une boîte, ben mec, t'es obligé de comprendre que tes ambitions perso, malheureusement, c'est pas pour tout de suite. Elles sont infimes par rapport aux ambitions de la boîte. Et même les dirigeants de notre boîte, par exemple, même moi par rapport au charbon, si demain je dois disparaître du charbon parce que j'estime que je ne peux pas, c'est pas le cas, mais on sait jamais, ben faudrait que j'ai l'intelligence, et j'espère que je l'aurai, de comprendre que la mission du charbon est plus grande que moi. Tu vois ? Et ça, comme dans le foot, l'institution est au-dessus. Bah oui, mais c'est dans tout, tu vois ce que je veux dire ? C'est d'ailleurs c'est les clubs qui se portent le mieux. Les plus grosses boîtes de ce monde, c'est des boîtes qui respectent ça à chaque fois. Ouais. Sinon, elles tiennent pas dans le temps, de toute façon. Parce que les PDG, ils changent, parce que les gens, ils meurent, tu vois. Enfin, là, des boîtes, ils sont là depuis, je sais pas combien. Walt Disney, tiens, Disney, c'est le meilleur exemple de ça. Tu vois ? Donc bon, c'est hyper important. Après, le charbon et Disney, d'accord. Non, mais c'est cool. On apprend beaucoup, en tout cas. Ouais, on apprend beaucoup. Clément, c'était un super échange. Ouais, c'était trop cool. J'ai kiffé. On a bien discuté. Je t'ai posé plein de questions. Ouais. Parfois, on n'était pas trop d'accord, mais c'était cool. J'ai appris d'autres choses sur toi. Ouais. Magnifique. Si tu devais donner un dernier conseil, un jeune, il vient, il a envie de lancer son projet. Ouais. Tu lui dis de commencer par quoi, de faire quoi, et on conclut sur ça. Ouais, ça c'est intéressant. J'en ai déjà fait une vidéo, ça avait bien plu. En gros, je vais essayer de donner un conseil que les gens ne donnent pas, mais je pense qu'on a tous des choses dans la vie sur lesquelles on est plus fort que les autres, et juste des fois on n'est pas au courant de ça. Par exemple, moi, mon point fort, c'était ma résilience, ma capacité, grâce au foot, à faire un truc tout le temps, tous les jours, et répéter ça. Et en fait, je l'ai mis sur le contenu, ce truc-là, ce qui fait que j'ai été ultra résilient, ultra régulier, discipliné, et ça a buzzé. Et en vrai, quand tu lances un projet, il faut juste te poser avant de le lancer, peu importe ce dans quoi tu as envie de le faire, etc. Tu réfléchis, ok, c'est quoi les zones de ma vie dans lesquelles je suis meilleur que les autres ? Il y en a, ça va être le sport, d'autres, ça va être, je sais pas moi, les maths, d'autres, ça va être le relationnel, d'autres... Et en fait, essaye quand tu lances ton projet, de mettre cette compétence-là ou cette zone de génie-là au cœur de ce que tu vas faire, peu importe le secteur, et de l'appliquer à fond dans ce que tu fais. C'est ce qu'on appelle l'unfair advantage, tu vois. À mort. Et ça, les gens le font pas. Souvent, ils font la réflexion inverse. Ils se disent « Ah, c'est l'IA qui marche en ce moment, du coup, je vais faire de l'IA. » Mais est-ce que l'IA, c'est vraiment un business qui, toi, te correspond au plus profond ? Est-ce que tu es meilleur que les autres là-dessus ? Je sais pas.
Tu vois, est-ce que. Tu vois, et donc c'est comme ça qu'il faut le réfléchir, je pense. Ça, c'est un peu le meilleur conseil que je peux donner pour les gens qui veulent se lancer. Ouais. Parce qu'après, avoir la dalle, travailler, bah, ça, c'est même sûr. pas un conseil, c'est un prérequis, tu vois. Mais c'est un bête de conseil. Hein. Tu sais, quand je me suis lancé, j'ai pris un coach qui s'appelle Kim. Ok. Abdelkrim Benour. Voilà, c'était un ancien dirigeant d'une boîte qui pèse plusieurs milliards et tout. Ok. Et il m'a coaché pendant quelques mois dans mon lancement. Et il me dit, passe 95% dans ta zone de génie. Ouais. Et en fait, j'ai passé 95% dans ma zone de génie et j'ai tout provoqué dans cette zone-là. Bien sûr. Mes recrutements, ma communication, mon marketing, ma levée de fonds, ma gestion, ma pédagogie, mes partenaires, mes clients. En fait, en passant 95% dans cette zone-là, j'ai généré tout le business. Bah, bien sûr. C'était une dinguerie. Tu vois, et c'est le meilleur conseil que j'ai eu entrepreneurial, Ouais. c'est de passer du temps dans cette zone de génie. Ouais. Il y en a, leur zone de génie, ça va être le produit. Ouais. Et en fait, ce produit va être tellement fantastique, il va tellement être bon, il va tellement plaire qu'il va faire le marketing et la communication tout Ouais. seul. Et d'autres, inversement, tu vois. En fait, Bah, si tu fais du théâtre, fais des vidéos. Genre, arrête de faire autre chose. Enfin, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, c'est si t'es bon face à la caméra, bah, sois bon face à la caméra. on est d'accord. Mais c'est juste, il faut savoir l'identifier avant de se lancer. Sinon, ça va être frustrant. En tout cas, merci beaucoup Clément. Avec plaisir, c'était J'espère cool. que cet épisode vous a plu. En tout cas, on a passé un super moment. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, repartager. C'est la première fois que je dis ça moi, dans un podcast. Je crois qu'il faut dire T'es des trucs youtubeur comme ça. maintenant. Voilà. Ouais, cliquez sur le lien. Et à très très vite et merci encore.